Et salut à tous pour ceux qui sont sur YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet de discussion sur le football. Aujourd'hui, on ne parle pas de Ligue 1, on ne parle pas de l'équipe de France, mais de Ligue des Champions. On va revenir sur les 4 premières journées de la phase de Ligue des Champions. Qui sont nos favoris, qui fait partie de nos déceptions. On va parler des gros clubs, le PSG, le Bayern, le Real, le Barça et plein d'autres. Pour m'accompagner, il est enfin de retour. Ça fait un moment qu'on l'avait pas vu sur la chaîne. Gaëtan, comment vas-tu? Écoute, ça va, hein. Ça va. Très content d'être de retour à tes côtés pour faire une petite émission, pour discuter de Ligue des Champions. Ça a changé un petit peu, mais c'est super intéressant. Et on va parler d'équipes sympathiques, là, un petit peu à ma droite. Eh ben nickel, ouais, évidemment on va parler du Barça, de leur joueur Lamine Yamal, pardon, et évidemment des autres équipes. Avant ça, évidemment, petit rappel, parce que l'année dernière le format de la Ligue des Champions a changé. Fini les quatre équipes par poule. On a maintenant un mini championnat qu'on appelle la phase de ligue, donc avec 36 équipes, 8 matchs par équipe, 4 équipes différentes à domicile et 4 équipes différentes que on joue à l'extérieur. À la fin, les équipes sont classées entre 25 et 36. Les équipes seront éliminées de cette Ligue des Champions. Entre 9 et 24, les équipes devront jouer un barrage aller-retour entre elles. Évidemment, il n'y aura pas de repêchage comme il y avait avant en Europa League. Et entre 1 et 8, elles sont directement qualifiées en huitième de finale. Les vainqueurs des barrages sont en huitième de finale contre les équipes qualifiées entre 1 et 8. Et après, c'est la compétition classique. Huitième du coup, quart de finale, demi-finale, aller-retour. Et enfin, la finale, qui se jouera, on l'a regardé juste avant, à Budapest. Donc voilà. Dernier vainqueur de Ligue des Champions, évidemment, le Paris Saint-Germain, club français. Donc, avant de commencer de parler des matchs de cette Ligue des Champions, on le rappelle, c'est une année où il y a la CAN et la Coupe du Monde dans cette saison. Donc, est-ce qu'on va voir des joueurs s'économiser pour ces compétitions, histoire d'arriver en forme pour cet été, ou même ils reviendront peut-être blessés de la CAN, sachant aussi que le Ballon d'Or se joue plus sur une année de Coupe du Monde que sur la LDC. Est-ce que peut-être, déjà Gaëtan, petite question, est-ce que tu penses qu'on va voir certains joueurs s'économiser sur cette Ligue des Champions, ou ça va quand même dérouler pour cette saison? Bonne question, bonne question, bonne question. Je pense que aux abords des derniers matchs là, de Ligue des Champions, au mois de décembre, on aura peut-être certains joueurs qui vont peut-être jouer avec le frein à main pour l'approche de la CAN. La Coupe du Monde, je pense qu'il y a encore un petit peu de temps. Qu'il y a encore un peu de temps. Je pense que notamment les joueurs vont se servir de cette compétition aussi pour arriver dans des bonnes conditions. Je pense à Mbappé, et là je vais parler de manière plus générale, mais ça, j'ai le sentiment qu'il prépare une saison de qualité pour arriver au top en Ligue des Champions. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Mbappé à ce niveau-là. Donc, en fait, c'est un entre-deux. Je pense qu'il y a certains joueurs qui vont mettre le frein à main, par exemple, sur les matchs de décembre pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et après, je vois plus peut-être un petit peu ce sentiment sur des matchs de championnat de fin de saison vers mai, où peut-être que certains joueurs font un petit peu plus attention. Après, la Ligue des Champions, je pense que c'est quand même l'équivalent d'une coupe internationale. Donc, à voir. À voir, mais je pense que les joueurs vont jouer cette Ligue des Champions. Ok, bah déjà on le voit pour la CAN, hein, un joueur comme Achraf Hakimi avec sa blessure contre le Bayern Munich, est-ce qu'il va la faire? Là ils ont dit 6 semaines normalement pour sa cheville, donc c'est à peu près au niveau de la CAN, donc on verra par exemple des Mohamed Salah aussi qu'il faut qu'il se remette en forme pour bien figurer dans la CAN. Donc on verra tout ça. On va quand même rentrer dans cette saison de Ligue des Champions, donc on va pas parler évidemment des 36 équipes, ça va faire un peu long, mais déjà de nos favoris et de l'équipe du moment. On va commencer avec cette équipe, le Bayern Munich. Le Bayern Munich qui est sur 16 victoires, 0 défaites, toutes compétitions confondues, donc qui n'a pas perdu un match depuis le début de saison. Lors de leurs 4 premiers matchs, le Bayern a battu Chelsea 3 buts à 1, Pafos 5 buts à 1, le Club Rouge 4-0 et le PSG, du coup, cette semaine, donc c'était mardi soir, 2 buts à 1, sachant qu'ils étaient à 10 lors de la deuxième mi-temps. Donc, question simple, Gaëtan, est-ce que culture de l'instant, évidemment, toutes les questions seront sur la culture de l'instant, est-ce qu'on peut les dessiner directement comme les grands favoris de cette Ligue des Champions? Je pense que si on se juge uniquement sur la forme du moment et du coup cette culture de l'instant,
Il n'y a pas grand débat, hein. Il n'y a que Arsenal, je pense, qui peut rivaliser avec le Bayern sur la forme du moment. Bayern Munich, c'est impressionnant. Ils ont des joueurs qui sont en train de vraiment s'imposer au niveau européen et devenir des référents. Je pense à Michael Olise que tu apprécies beaucoup. On a Harry Kane qui est au top, top, top de sa forme. Et ça a toujours été un attaquant, un top 5 attaquant mondial. Mais là, on peut peut-être limite le considérer comme le numéro un actuel. Donc, non, le Bayern, c'est impressionnant. Et oui, je te rejoins en disant que c'est un des grands favoris de cette Ligue des Champions, voire le grand favori de cette Ligue des Champions à l'instant T. Ouais, alors déjà pour ce que tu as dit, donc on a le Bayern Munich, Arsenal et l'Inter qui sont à 12 points, donc qui sont invaincus dans cette Ligue des Champions. Sur ce Bayern, bon, ça a été, c'est la question un peu facile, mais vraiment, il y a quand même des sacrés atouts. Tu as parlé de Michael Olise, Harry Kane, même Luis Diaz qui a mis son doublé. On a une défense qui est vraiment solide quand on a Jonathan Ta et Upamecano, évidemment, le français. Euh, on a un Joshua Kimmich. On a Serge Gnabry aussi qui a été replacé en numéro 10 et ça c'est plutôt top à voir. Honnêtement, il était un joueur comme lui qui était en perte de vitesse un peu je trouve sur les dernières saisons. Là le retour à un poste, enfin sur un poste de numéro 10 c'est vraiment hyper intéressant. Euh, Honnêtement, sachant que la Bundesliga, pour ceux qui la regardent, moi j'ai vu quelques matchs, hein, je me tabasse pas de Bundesliga chaque semaine, mais on voit que quand même c'est un peu moins fort que la saison dernière. Par exemple, Dortmund, c'est moins fort. Leverkusen, avec le départ de Xabi Alonso, c'est moins fort. Leipzig, c'est pas très bon non plus. Euh, il y a ce truc souvent des clubs qui sont champions très tôt en championnat et qui sont des fois en manque de rythme vers les quarts de finale, les demi-finales. On le voyait sur l'ancien format, là, avec la quantité de matchs que l'on va voir, euh, peut-être qu'on va avoir plus de blessés, mais je pense que le Bayern va maintenir un rythme. Euh, quel est quel est le réel atout? Déjà, est-ce que on a souvent dit que Vincent Kompany était un choix par défaut à son arrivée au Bayern Munich. Est-ce que déjà tu commences à voir sa patte s'imprégner? On sait que quand même ça a été un joueur d'expérience, un top joueur à Manchester City. Souvent, les anciens joueurs sont des très bons managers avec les joueurs. Je pense que, par exemple, il doit avoir une bonne relation avec les Gnabry, les Olysée. Quel est le grand atout de ce Bayern Munich pour aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il y a un secteur de jeu, un joueur, un... Qu'est-ce que tu peux me dire sur ça, Gaëtan? Bon, je pense que c'est une force collective qui se dégage. Honnêtement, c'est pas un aspect en particulier. T'as pas cité Neuer, mais Neuer, ça reste aussi D'ailleurs, un exactement. gardien de grande qualité qui, je pense, a envie de profiter de ces dernières heures et essayer de faire les plus belles performances possibles, ben, que ce soit en Ligue des Champions ou même avec la sélection allemande cet été. Mais moi, pour moi, c'est une force collective. Tu me parlais de compagnie, de choix par défaut. Moi, je trouve que c'était quand même un choix risqué plus que par défaut, dans le sens où par défaut, ça aurait été quelqu'un qui aurait jamais entraîné. Moi, je pense que Compagnie a eu la sagesse et la patience de prendre cette expérience en première ligne, en championship, non, si je dis pas de bêtises, avec Burnley. Donc, Euh, non, ils sont descendus avec Burnley de première, je crois qu'il était en première ligue en tant que coach, si je dis pas de bêtises, après ils j'ai sont un doute sur le descendus. championnat. Ouais, je sais plus, mais en tout cas, il a pris le temps de Oui, prendre cette voilà. expérience en sortie de carrière. Et moi, là, de ce que j'ai pu voir, c'est un coach qui est beaucoup axé sur le jeu. Bon, il a été formé à la méthode Guardiola, donc ça aide beaucoup pour aller dans cette direction. Voilà, quelqu'un qui est sur la discipline, qui est sur l'ultra précision, un petit peu dans ce qu'a pu faire du coup Pep à City, ce qu'il a pu connaître. Donc, et au final, quand on regardait les équipes de Guardiola, alors oui, il y avait des joueurs stars, mais c'était vraiment un collectif qui ressortait et c'était vraiment mais un peu ce qu'on peut voir avec le Bayern actuellement, hein, un collectif où les individualités ressortent parce que le collectif est bon. Donc, pour moi, la grande force de ce Bayern, c'est l'aspect collectif et la Ouais, force collective. exactement. En Pardon. plus, ils ont fait des choix quand même forts. On sait que le Bayern, c'est pas le club le plus dépensier sur le mercato. Là, ils ont plutôt évacué des joueurs dont ils voulaient se séparer, Kingsley Coman, Leroy Sané. Ils ont pris des joueurs plutôt de rotation. Donc on a Nicolas Jackson, on est d'accord que c'était pas un numéro un du tout à Chelsea. Qui je cherche. Ils ont fait confiance à leur jeune joueur, la pépite Karl. Donc voilà, ils ont maintenu des Goretzka, des Rafael Guerreiro.
On a des joueurs comme Bischoff aussi qui viennent d'arriver, mais en tout cas, ils n'ont pas changé leur 11 de départ. Et c'est peut-être ça sur la continuité, à part la grosse arrivée quand même de Jonathan Tah, qui est un défenseur référencé en Bundesliga. Donc ouais, sur ce que tu dis, ça paraît plutôt cohérent, hein, qui s'appuie sur leur collectif et évidemment leurs individualités. On n'oublie pas que Harry Kane, il fait un énorme début de saison. C'est peut-être lui pour l'instant, on avait parlé du Ballon d'Or il y a quelques semaines, entre lui et Mbappé et Erling Haaland en ce moment. C'est peut-être eux les favoris pour ce trophée. Et Euh, tu vois, Pardon? pour revenir sur tu sais, cette discussion autour du choix par défaut, moi je trouve que, avec le recul, hein, maintenant c'est plus facile de le dire, mais que Compagnie et sa méthode, en fait, ça colle parfaitement aussi à la culture du club, dans le sens où il a amené de la rigueur, il a amené un petit élan de jeunesse, parce que ça reste un jeune entraîneur qui est plein d'énergie et qui a envie de performer et de prouver certaines choses. En fait, je trouve que ce côté de discipline et rigueur, et du coup, c'est ce qui fait que cette force collective se dégage. Mais ça correspond totalement au Bayern et ce qu'on a pu connaître dans notre épopée européenne du Bayern, que ce soit dans les années récentes ou plus anciennes. Pour moi, ça, en fait, ça match. Avec le recul, au début, on aurait pu se dire choix par défaut parce qu'en fait, c'est un coach sans référence. Mais tu vois, avec le recul, je pense qu'au niveau de l'identité, la personnalité de compagnie par rapport à la culture du Bayern, moi, je trouve que ça match. Ouais, je suis plutôt d'accord. En fait, quand je disais choix par défaut, c'était plutôt, comment dire, peut-être, je pense que les dirigeants du Bayern ne l'avaient pas en numéro un sur leur liste quand ils ont dû signer un nouveau coach. Je pense qu'ils avaient d'autres idées. Alors, j'ai pas forcément de nom en tête, mais je pense qu'ils avaient peut-être d'autres idées. En tout cas, c'est ce que j'ai vu sur les médias. J'avoue que je suis pas à l'intérieur du Bayern, mais par contre, je suis totalement d'accord sur ce que tu dis sur son équipe. Elle est à l'image de lui, ce qu'il était en tant que joueur. Donc très discipliné, mentalité, la fameuse mentalité allemande, et dur aussi sur l'homme quand même, parce que bon, alors on le voit sur un Luis Diaz qui fait un peu un tacle d'assassin sur Achraf Hakimi, mais en tout cas ça représente l'identité dure sur l'homme et voilà, fort physiquement. Aussi à noter quand même qu'ils ont toujours les absences de Afonso Davies et Jamal Musiala, donc ça sera peut-être des atouts pour la suite de la saison. Je n'ai pas la date exactement quand il devait revenir, mais c'est pas encore tout de suite. Donc pour ce Bayern, honnêtement, bon évidemment on est sur le début de saison et comme on l'a dit, la culture de l'instant. Donc on verra, mais pour l'instant ça serait plutôt, en tout cas, dans le chapeau 1 des grands favoris à cette Ligue des Champions. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cette équipe ou peut-être on passe à d'autres équipes? Non, à part donner encore plus d'éloges à cette équipe, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, mais en tout cas, on peut dire que Harry Kane est vraiment un top joueur et qu'il a passé beaucoup trop de temps à Tottenham. Bref, eh ben, vu qu'on va changer d'équipe, Gaëtan, t'es avec nous aujourd'hui. On sait que tu es un grand suiveur et un grand fan du FC Barcelone. Donc tu les as suivis, j'imagine que tu les suis en Liga et en Coupe d'Europe. Déjà, je vais même pas présenter l'équipe, mais quel est ton avis sur ce Barça cette année comparé à celui de l'année dernière? Qu'est-ce que tu retrouves déjà dans ce Barça? On retrouve une difficulté en fait à confirmer malgré tout. Euh, enfin, que ce soit pour un joueur ou pour une équipe, on sait que c'est beaucoup plus dur de confirmer que de prouver sur une saison. C'est un peu le cas de ce Barça actuellement. Beaucoup de problèmes de blessures actuellement. Et, mais après, en fait, le truc, c'est que la stratégie de jeu est aussi tellement ambitieuse, on va dire, entre guillemets, par rapport à d'autres équipes, que si t'es pas à 100% de tes capacités, mais tu te mets rapidement en difficulté. Bah, pour revenir rapidement sur le match qu'on a vu hier, on a vu que notre bloc haut à la ligne médiane, il nous a mis en difficulté parce qu'on n'est pas en capacité de, d'un, gérer la profondeur et de deux, bloquer cette passe en profondeur. On a beaucoup de difficultés là-dessus. On se retrouve, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, très rapidement en difficulté avec des actions qui deviennent très dangereuses et voire des buts. C'est ce qui s'est passé hier. Après, mon petit bémol sur le mercato, on sait que le Barça, c'est pas tout beau, tout rose sur l'aspect financier, même si Joan Laporta essaie de faire de son mieux et a quand même réussi voilà, à rattraper un peu les grandes bêtises de Bartomeu.
Donc, je pense qu'ils font avec les moyens du bord. Et j'ai vu pas mal de commentaires sur ça, notamment pour le citer, l'immigré parisien qui parlait du Barça récemment et qui disait en fait, il faut quand même féliciter le Barça de faire ce qu'ils font actuellement. Et c'est pas parce que je suis pas supporter du Barça, mais féliciter en fait ce qu'ils font avec le peu de moyens qu'ils ont. Quand on compare Bayern, on était en concurrence avec le Bayern pour avoir Luis Diaz. Je pense qu'aujourd'hui, Luis Diaz dans notre équipe, il nous ferait beaucoup de bien. On a pris Rashford, c'était une opportunité de marché qui s'avère au final être un bon coup. On a pris Joan Garcia, mais qui pour le moment est blessé, mais on a quand même pas du tout compensé le départ d'Inigo Martinez. On n'a pas Ouais, c'est apporté de surtout ça. plus-value. C'est surtout ça dans ce que tu disais là, le départ Inigo Martinez, même si moi, perso, j'étais pas le plus grand fan, on voit il a même pas été compensé. Ils se sont beaucoup focus sur leur attaque et ce fameux transfert avec Nico Williams, comme tu disais, et enfin en tout cas sur les transferts du Barça, et au final, sur la défense, là hier on avait Eric Garcia et Ronald Araujo et Chesney au cage. On peut voir quand même, et tu l'as dit sur cette défense du Barça, c'est un peu, c'est un peu compliqué quand même. Et avec les choix d'Hansi Flick qui maintient cette tactique de vouloir jouer très haut, il y a quand même quelques questions à se poser. Est-ce que ça va être tenable pour la suite de cette compétition? En tout cas, moi, je pense que sur cet aspect-là, tactique, je pense pas qu'il va déroger à ses principes. Je pense pas que c'est la mentalité barcelonaise de déroger à ses principes de jeu, quitte à mourir avec ses idées et à mourir vraiment, comme ça a pu être le cas face au Bayern il y a quelques années. Mais, euh, mais moi, je suis d'accord avec toi. Le gros problème, c'est sur l'aspect défensif. En plus, Joan Garcia, qui fait un excellent début de saison, a eu la malchance de se blesser. Bon, on va le retrouver dans quelques temps. C'est une histoire de jours maintenant pour qu'il reprenne le chemin des terrains. Ça va nous faire du bien, je pense aussi, parce que c'est un gardien jeune, même si Chesney, ça reste un bon gardien. Mais bon, Joan Garcia, il amène une certaine fraîcheur, une jeunesse, et même surtout des performances de haut niveau, ce qu'il avait pu. Je me rappelle d'un match de Liga où il nous maintient totalement en vie et il nous permet de gagner. Après, sur la défense, moi, Inigo Martinez, pour moi, c'était quand même le meilleur défenseur de Barcelone la saison passée. Alors, ouais, c'est pas le joueur le plus clinquant, mais ça restait. C'était un peu notre Carles Puyol de cette année. Le joueur qui a le leadership, le joueur avec un peu plus d'expérience, le joueur qui sait mettre les coups quand il faut les mettre et qui était aussi un leader de vestiaire, je pense. Et cette perte, elle est importante. Après, en fait, j'attends aussi les performances de certains joueurs monter d'un cran. Il y a un joueur qui sort un petit peu du marasme actuel et qui est en train de s'affirmer par rapport à d'autres, c'est Fermin Lopez. Et ce qui est dommageable, c'est qu'il n'y en ait qu'un. Qu'il y en ait qu'un qui sort du lot parmi ceux qui étaient déjà performants. Moi, je ne vais pas reparler de Frankie de Jong parce que Frankie de Jong, sa saison, elle est bonne. La saison passée, Pedri, bon, bah, c'est en train d'en discuter. Par contre, Fermin Lopez, c'est un joueur qui n'était pas forcément titulaire indiscutable la saison passée, qui est en train de vraiment s'affirmer et qui est en train de mettre Daniel Olmo au placard. Donc, ça reste quand même une belle performance. Et en défense, ben, si on doit revenir sur l'aspect défensif, j'attends de Koumarsi ben, qui prenne vraiment le rôle de leader. Et après, sur la dynamique actuelle, trop de joueurs qui sont pas à leur top. Oui, Et il y a beaucoup de blessés quand même dans cette équipe du sûr, Barça, hein. même de joueurs qui sont pas au top. En fait, tu vois, même Koundé, il a pas forcément de blessure actuellement. Et pourtant, bah, c'est pas le Koundé qu'on a connu la saison passée qui était infranchissable. Donc, est-ce que c'est une fatigue? Est-ce que c'est parce qu'en plus, pour le coup, on a eu un été moins chargé que beaucoup de clubs européens Ouais, il en n'y a ne pas eu de faisant Coupe pas du Monde des clubs pour le Barça, hein. ben, c'est ça. Donc, en faisant pas cette Coupe du Monde du club, entre guillemets, on n'a pas cette excuse. Après, c'est un groupe jeune, c'est un groupe très jeune, et je pense qu'ils seront quand même là quand il y aura les matchs importants. À quel niveau de performance, ben, on verra. Mais je pense qu'ils seront quand même là en deuxième partie de saison Ligue des Champions. Est-ce qu'ils seront en capacité de réitérer le parcours de la saison passée à voir? Mais je serais quand même heureux d'avoir une petite arrivée cet hiver d'un joueur sur une ligne, une voire deux arrivées. Et je pense qu'un joueur sur l'aspect défensif, ça peut faire du bien. Et moi, je serais pas contre l'arrivée d'un joueur offensif, soit un milieu off, soit un ailier, Ouais. voire un attaque. Après,
Là, il y a pas mal de choses aussi, le Barça, il y a toujours cette histoire que le Camp Nou n'est pas arrivé aussi, qu'on devait voir en début de saison, au final, ça prend du retard. Mais bon, c'est pas ça qui fait l'aspect sportif du Barça. Il y a peut-être un joueur, moi, que je trouve qu'on oublie un peu vite du côté du Barça, même si c'était pas, c'était moins clinquant que les années précédentes, c'est Ter Stegen qui était quand même capitaine de cette équipe, qui est blessé, qui a été un peu mis vite sur le côté, qui devait partir cet été. Au final, il est toujours là parce qu'il s'est fait opérer du dos. Donc peut-être que ça aussi, moi je trouve que Chesney, vraiment c'est compliqué, même si bon, l'année dernière il a fait vraiment des performances, je trouve, mauvaises. Juan Garcia c'était plutôt bon en espérant qu'il va revenir. Sur cette équipe, sur ses individualités, donc je le rappelle, donc Rafinha est blessé, il y a Pedri qui est blessé, il y a Olmo qui vient de revenir. Euh, Qu'est-ce qu'on a Aussi, aussi? il a été pas mal blessé. On a là, alors on va arriver juste après sur un joueur qui fait beaucoup parler en ce moment. On a quand même Lewandowski qui a un peu la tête ailleurs parce qu'il doit partir en fin de saison. Donc il a été blessé aussi, donc il a aussi des performances en demi-teinte. Comme tu l'as dit, il y a quand même des joueurs qui font bonne figure comme un Marcus Rashford, Fermin Lopez qui est très bon en ce moment, Ferran Torres aussi. Mais l'attraction du FC Barcelone. Il y a aussi en Liga cette affaire du doigt d'honneur d'Hansi Flick qui a pété les plombs. Mais il y a quand même ce joueur qui retient toute l'attention du FC Barcelone, c'est Lamine Yamal. Pour un peu détailler, déjà, il a récupéré ce numéro 10 au Barça. La saison, elle a même pas commencé, qu'il y a son histoire de son anniversaire. Il y a la pubalgie, sa copine. En fait, on entend plus parler d'un Lamine Yamal hors terrain que sur le terrain. Et le peu de fois où il a été où on a beaucoup parlé de lui, c'était sur son classico raté. Qu'est-ce que tu penses de cette saison de Lamine Yamal? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en fait peut-être pas assez? Est-ce que lui, il en fait trop? Est-ce qu'il en fait pas assez? Qu'est-ce que tu penses sur ce joueur? Et c'est difficile de se positionner parce que je comprends les attentes autour du joueur. Par contre, je comprends pas les critiques sur sa vie privée. Honnêtement, moi, tant qu'il est performant sur le terrain, il fait ce qu'il veut en dehors du terrain, tant que c'est dans le respect des lois, on va dire. Mais, mais qu'il fasse un anniversaire avec ses copains, t'as 18 ans, fais un anniversaire avec tes copains, quoi. Non, Mais en mais fait, sur le terrain, parce qu'on parle beaucoup, du coup, on fait souvent l'amalgame, ce qu'on faisait souvent avec Neymar aussi, de sa vie privée et sur le terrain, il en montre pas assez. Est-ce qu'il en montre assez sur le terrain? non, mais tu vois, par rapport à sa vie privée, déjà, il y a un truc à prendre en compte, c'est que, même imaginez, il se couche à 4 heures ou 5 heures, c'est un joueur qui boit pas, déjà, d'alcool. Donc, en vrai, c'est pas Neymar Junior ou Ronaldinho qui sortent en boîte et qui arrivaient le matin à l'entraînement avec les yeux qui étaient là, tu vois. Après, même si malgré tout, je pense que c'est pas non plus un exemple de préparation visible. Mais malgré... Après, moi, pour revenir à un truc, c'est que son hygiène de vie et son comportement hors terrain, ou même sur le terrain, mais pas lié au foot, sera toujours critiqué s'il n'est pas bon. S'il est bon, les gens ne diront rien. Et actuellement, il n'est pas forcément performant, en sachant qu'il a été gêné aussi pour une pubalgie, et ça, il faut le prendre en compte, parce que ça limite, ça n'empêche pas forcément de jouer, mais ça limite en sachant qu'en plus, ben, Lamine Yamal, c'est un jeu explosif qui a besoin de beaucoup de changements de vitesse, et ça limite totalement dans ces séquences de jeu. On peut jouer et avoir un effort long, c'est plus dur d'avoir des efforts répétitifs et intensifs. Donc après, on va pas se mentir, hein, Lamine Yamal, c'est deux chocs, c'est deux mauvaises performances. Il a fait 10 minutes contre 10 ou 15 minutes contre le PSG. Contre le Real, bah, il a été très mauvais. Donc voilà, à lui de prouver sur les prochains matchs, les prochains gros matchs en jeu qu'il est présent. Là, ben, ce week-end, il a marqué. Hier, il est décisif. Il permet à Barcelone de ramener un point de Bruges, qui n'est pas une équipe facile à jouer, même si bon, on peut se dire que Barcelone doit mettre 4-0 à toutes les équipes, comme tous les gros. Mais bon, tous les ans, on voit des gros en difficulté chez des petites équipes qui jouent le match de leur vie à domicile. Et Bruges, ça reste, du coup, c'est même plus une surprise parce que Bruges, on est quand même habitué à ce qu'il fasse de belles performances. Mais pour revenir sur la Yamal, ce que je te disais, tant qu'il aura des bonnes performances, il ne sera pas critiqué. S'il a des mauvaises performances, on trouvera toujours la petite bête, dira il a fait une coupe blonde, il a fait ci, il a fait ça. C'est un peu, pour moi, c'est un peu ce constat en fait. Tant qu'il est bon, personne ne dira rien. S'il est mauvais, on aura tout à redire chez lui. Et
pour justifier ses mauvaises performances, alors que c'est juste une phase qui est pas bonne, c'est tout. Après, à lui de faire en sorte qu'elle soit courte, cette phase qui est pas bonne. Ouais, donc Je sais pas ce que t'en penses, toi, à ce sujet, mais Ouais, moi, en fait, je pense qu'on en fait beaucoup sur sa vie privée, hein. Bah, comme tu l'as dit, je crois que c'est Samir Nasri, hein, qui en a parlé aussi, que en fait, il fait ce qu'il veut en dehors du terrain, tant que sur le terrain il parle, enfin, tant que sur le terrain il est bon, on n'aura rien à lui dire. Là, pour le coup, récemment, il a pas été bon. Euh, Moi, j'attends quand même d'en voir plus. Maintenant, en fait, qu'il a vraiment ce statut d'ultra superstar au Barça, il va falloir qu'il en monte plus. Après, comme tu l'as dit, il est gêné par cette blessure. Mais honnêtement, moi, je pense qu'on va voir des meilleures prestations de Lamine Yamal. Là, on a vu récemment dans les, dans les médias que le Barça aurait repris la main sur sa vie privée, donc, et sportivement aussi, parce qu'au début on parlait un peu de sa vie privée, mais pas énormément, mais on disait qu'il était quand même concentré et que Hansi Flick arrivait à le tenir sur le terrain en tout cas, donc on verra, je suis plutôt d'accord sur ce que tu vas dire. Tant que, quoi qu'il arrive, vu que maintenant le statut qu'il a, qu'il fasse une performance moyenne, mais que son équipe gagne, même s'il met un but, une passe D, peut-être qu'il sera critiqué. Maintenant, c'est un joueur qu'on attend de lui, qui met doublé, triplé chaque match. Et faut surtout pas que la pression soit trop mise sur ses épaules, parce qu'il y a pas mal d'autres problèmes en fait dans cette équipe du Barça si on revient au club du FC Barcelone. Mais je pense qu'on en a plutôt dit pas mal. C'était une question que je voulais te poser, mais au final, on y a plutôt répondu. C'est sur quoi Hansi Flick doit s'appuyer. Donc déjà, il faut qu'il y ait les retours de ses blessés. Il va avoir besoin de recrues, peut-être en défense ou sur d'autres lignes. Mais est-ce que tu vois quand même le Barça dans cette course pour la victoire finale? je suis vraiment pas neutre, hein, sur ça, c'est dur de parler. Alors oui, pour le moment, on n'est pas forcément parmi Il les reste sur 4-5 une demi-finale contre l'Inter quand même, avec ce 4-3, enfin ce 3-3 puis ce 4-3. Donc, et comme tu l'as dit, c'est le Barça qui vit et meurt avec ses idées. On l'a vu que ça a pas payé sur des années précédentes. Et est-ce que là, il n'y a pas intérêt quand même à changer pour aller jusqu'au bout? Non, moi je te dis que non, et là c'est vraiment le supporter qui va parler, parce que si nous, on aime ce club, c'est parce qu'en fait, il représente une certaine identité de jeu, de valeur, en fait, de volonté de dominer sur l'adversaire. Moi, c'est pour ça que j'aime le Barça, c'est parce qu'on a toujours eu cette volonté de dominer l'adversaire, qui que ce soit en face. Et quelle que soit notre forme du moment, essayer d'imposer nos idées, nos principes de jeu. Et comme je t'ai dit, c'est à double tranchant. Et je pense que ce qui est beau avec Barcelone, c'est qu'ils meurent avec leurs idées. Et après, malgré tout, on va arriver dans les matchs, si on a la chance d'arriver dans les matchs à confrontation directe, et c'est là où on va attendre les performances des grands joueurs. Et l'avantage qu'a le Barça par rapport à peut-être d'autres équipes, c'est qu'on a la Yamal. On peut dire ce qu'on veut sur la Yamal. La Yamal peut se permettre de faire la différence à 18 ans, il faut le rappeler aussi, pour revenir sur le côté extrasportif. Il n'a que 18 ans. Et il faut se rappeler que ce que nous faisions à 18 ans, on n'était pas forcément peut-être des exemples d'ultra-discipline, même si on n'avait pas les mêmes responsabilités que la Yamal peut avoir à 18 ans. Mais, mais on a les joueurs et certains joueurs de très haut niveau qui peuvent nous permettre de faire des différences dans les gros matchs. Je pense à la Yamal, mais on peut parler de Pedri. Joan Garcia, je pense que ce sera un top gardien qui pourra peut-être nous faire gagner des matchs importants. Il faudra attendre aussi certains retours. J'attendrai des retours de Jules Koundé, j'attendrai des matchs de très haut niveau de Frankie de Jong, j'attendrai des matchs décisif de Robert Lewandowski. Et je serais très surpris d'avoir un Marcus Rashford qui soit là, qui soit présent, parce que son début de saison est très bon. Je sais que toi, en tant que supporter mancunien, tu dois avoir un petit côté. Tu dois être content, tu vois, tu dois être content de le voir performer, parce que Marcus Rashford, ça reste quand même. Ça a été des années difficiles pour lui, et là, il revient à Barcelone. Donc, on a des joueurs qui peuvent se permettre, qui peuvent être capables de faire la différence. Après, comme je t'ai dit, un petit mercato avec un joueur, un top joueur. En fait, il n'y a pas besoin de dire recrue. C'est un top joueur en défense ou un top joueur. C'est quoi juste un top joueur sur n'importe quelle ligne? Je pense que ça peut apporter le plus au Barça pour
pour faire quelque chose de bien. Ouais, bah écoute, on verra ça. On sait que on a parlé des difficultés financières du Barça et pour faire venir un top joueur, des fois, faut mettre le paquet. Voilà. Après, si c'est un top défenseur, ça sera sûrement moins cher qu'un top attaquant. C'est la loi du marché, mais moi, ouais, je pense que vraiment un top défenseur central, déjà, ça les aiderait beaucoup. Et il y a deux joueurs que t'as pas cité là sur tes dernières phrases. C'est Rafinha qui était le joueur de la saison dernière au Barça qui a été un peu mis en dessous de Yamal, mais qui a fait une top saison. Donc lui aussi, si, quand il va revenir, ça sera plutôt intéressant. Après, ce qu'il va jouer, il va reprendre son côté gauche, est-ce qu'il va jouer en 10, on va garder Rashford, on verra. Marcus Rashford, comme tu l'as dit, ouais, très content qu'il soit revenu qu'il réapprenne le foot tout simplement, parce que là, quand on voit le niveau de Manchester United, en tout cas sur les années précédentes, et même en début de saison, c'était catastrophique. Mais top pour Marcus Rashford. Et le joueur que on n'a pas cité quand même, c'est Dani Olmo. Je pense que Dani Olmo, c'est quand même parmi les joueurs clés de ce Barça. Moi, c'est un joueur perso que j'adore et que je vois pas assez sur le terrain. J'aimerais bien le voir plus. Et je pense que lui Il est aussi, dans le dur. ouais, il est dans le dur. Mais que j'espère qu'il sera capable de faire la différence pour le Barça en tout cas. Pour le Barça, on a été plutôt complet, donc on va évidemment parler de leur ennemi juré. En plus, on a eu un classico récemment où le Real Madrid a remporté ce classico. Donc, euh, donc dis-moi ce que t'en penses, mais il y a eu ce changement de coach au Real de Madrid, donc la fin de Carlo Ancelotti qui est parti du côté du Brésil, l'arrivée de Xabi Alonso, il y a des recrues, Heusen, Carreras, Alexander Arnold, Mastantuono, des retours de blessures, on a Jude Bellingham qui se fait opérer en début de saison, on a Camavinga qui est aussi revenu petit à petit, Carvajal qui est revenu, le début de saison de Carvajal on en reviendra, mais il commence à faire son âge le pépère. Mais on a quand même cette impression que cette équipe du Real, c'est un peu pareil que ce qui s'est passé l'année dernière avec Carlo Ancelotti. Il y a des rôles mal définis. Qui est vraiment le leader de cette équipe? Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo qui est sur courant alternatif, Jude Bellingham, donc lui il revient de blessure, mais qui a un peu du mal à trouver sa place, comme on l'a vu la saison dernière, dans cette attaque du Real, cette attaque, ce milieu de terrain en tout cas où il est moins, où on le voit moins offensivement en tout cas. On a une défense encore friable avec Rudiger. Là, on a vu Heysen qui a fait plutôt pas un grand match. David Alaba qui revient pas. Eder Militao, c'est lui aussi courant alternatif. Souvent sauvé par un grand Thibaut Courtois. Euh, ils étaient, euh, ils étaient invaincus avant le match de mercredi contre Liverpool. Ils ont gagné contre Marseille alors qu'ils doivent au minimum faire un match nul. Et ils peuvent perdre le match. Ouais, ils ont gagné contre le match, l'équipe kazakh qui est à l'autre bout de la planète. Ils gagnent contre la Juventus qui est vraiment une équipe malade. On reviendra peut-être plus tard sur la Juve et les équipes italiennes. Et ils ont perdu contre Liverpool qui est un peu une équipe illisible en ce début de saison. Donc ma première question sur ce Real de Madrid, c'est est-ce que un peu on voit la même équipe que l'année dernière? C'est un peu la même physionomie au final, Gaëtan. Euh, alors, oui, sur certaines choses, et j'ai un petit nom amener à ça, notamment par rapport à, je vais commencer par le nom, par rapport à l'arrivée de certains joueurs, où l'importance prise par notamment un joueur, je pense à Arda Güler, Güler qui amène Ok. quand même un profil totalement différent dans ce milieu de terrain, et je pense que c'est un peu ce qui pouvait manquer au Real Madrid sur la saison passée. Moi, je suis très content de voir ce joueur enfin s'imposer dans le Real et être titulaire. Je pense que ça, c'est un vrai choix de Xabi Alonso et faut le valider quand c'est bien. J'aime beaucoup Alvaro Carreras aussi, qui, euh, qui amène un peu aussi de la qualité sur ce poste de latéral gauche. L'année dernière, c'était Ferland Mendy et Fran Garcia. Fred Garcia, ouais. Donc, ils avaient eu un peu de mal à performer, et notamment dans les grands matchs. Les souvenirs et de leur performance face à du coup, Lamine Yamal la saison passée, c'était très dur pour eux. À l'inverse, on peut voir que Carreras a remporté son premier face à Lamine Yamal. Donc, ça a validé aussi. Après, en fait, il y a plusieurs thèmes sur le Real. Moi, je trouve que c'est un petit peu mieux dans le jeu que la saison passée, notamment par l'intégration de certains joueurs.
Après, il y a quand même des faiblesses. Hein. C'est le poste de latéral droite. On a parlé avec Carvajal qui commence à faire son âge et du coup, c'est des joueurs qui, par défaut là, du coup, qui jouent à ce poste. Ouais, même Arnold qui arrive pas à rentrer dans cette équipe du Real, lui aussi il est un peu blessé, mais même sur les matchs qu'on l'a vu, on n'arrive pas à retrouver le Alexander Arnold qu'il y avait à Liverpool. Exactement. Exactement. Après, par contre, sur le côté de leadership de l'équipe, moi, je trouve que ça se dégage. Je pense que c'est l'équipe de Mbappé. Alors, Vinicius, c'est peut-être pas le plus ravi de ça, mais je pense que vu les performances actuelles de Kylian Mbappé, il n'a pas son mot à dire. Sportivement, c'est l'équipe de Kylian. Et voilà, je pense que actuellement, s'il y a un joueur à placer dans la course au Ballon d'Or entre les deux, c'est Mbappé, sans débat Ah oui, possible. largement. Et, Alors là, il n'y a pas de discussion, je pense, en ce moment en tout cas. mais après, je pense que je te rejoins. Hein. Je pense que ce côté leadership entre les deux, ça reste quand même une problématique. Vinicius, et encore, on sent qu'ils essaient d'aller l'un vers l'autre. Le souvenir de Mbappé qui passe un ballon à Vinicius pour tirer un penalty, même s'il ne marque pas derrière. Euh, Ça reste plutôt léger quand et même, ça, c'est pas assez. C'est loin d'être assez. Mais tu sens qu'ils essayent. Mais en fait, pour moi, c'est c'est deux lions dans une même cage. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, mais alors déjà, entre Mbappé et Vinicius, quand tu parles de ce décalage, on l'a clairement vu lors du Classico. Mbappé qui sort, qui se fait applaudir par tout le Bernabeu, et Vinicius qui sort en faisant la tête et en allant dans les vestiaires. Donc il y a vraiment ce décalage. Et un Rodrigo qui devait partir cet été, finalement, il n'est pas parti, il aime trop le Real. Euh, et qui lui aussi est sur courant alternatif, un coup il joue, un coup il joue pas. Après, c'était choix de, de, de Xabi Alonso, mais surtout ce qu'on a dit, est-ce que tu penses que du coup le Real Madrid sur cette saison, il va falloir, je sais pas, un départ d'un des joueurs? Est-ce qu'il faut attendre la saison prochaine pour voir la patte Xabi Alonso? Et qu'est-ce que ça peut donner pour le Real? Est-ce qu'ils vont encore se faire sortir sur deux coups francs de Declan Rice en quart de finale? C'était quart ou huitième, je sais plus, mais voilà, voilà où s'en est le Real, quoi. Ben ouais. Le Real, je pense que c'est Est-ce qu'il faut un départ déjà? entre Mbappé et Vinicius. Ouais, alors surtout là pour Non, le coup, ah, ça serait fou de voir Mbappé partir du Real enfin, et de Rodrigo aussi. honnêtement, Rodrigo, je pense que ça peut être un départ en vrai. Mhm. Et Vinicius, en fait, j'ai du mal à me dire que Florentino Pérez va le laisser partir malgré tout. Ok. Même si je pense que il faudrait qu'un de ces deux joueurs soit vraiment le leader de cette équipe. En fait, je les vois mal donner Vinicius à quelqu'un d'autre. Et enfin, donner, tu m'as compris, dans le Ouais, sens, ouais. il y aura un transfert. Mais je les vois mal laisser aller Vinicius chez un concurrent, en fait, qui que ce soit. Euh, Après, Rodrigo, ça, je pense que s'ils doivent le laisser partir à City, au PSG, le feront. Ouais, Le c'était feront et le Arsenal à un feront pas. moment la rumeur, Ouais, quoi. ça aurait pu être vraiment intéressant pour lui, en plus, pour le coup, même s'il y a du monde. Mais il y a quand même un poste à prendre, je pense, au poste d'ailier gauche du côté d'Arsenal. C'est Martinelli. Je pense que Rodrigo, sur la forme du moment, et s'il est dans une bonne dynamique, il peut être au-dessus de Martinelli. Mais par contre, je vois pas du tout Bellingham partir, moi, parce que même si c'est pas la meilleure forme de sa vie actuellement, je pense que par contre, c'est un profil totalement différent de Mbappé et de Vinicius. Alors que plutôt Vinicius et Mbappé, ça se rejoint, même si l'un peut jouer un peu plus attaquant que l'autre. Mais à la base, c'est quand même deux ailiers gauche. Donc, moi si j'étais Florentino Pérez, je laisserais partir Vinicius. Mais bon, tu laisses partir Vinicius pour renforcer un de tes concurrents, en sachant que s'il est un peu motivé et qu'il a la mentale, ben, à tout moment, c'est lui qui t'élimine. Donc, il y avait des rumeurs Arabie Saoudite. Ouais, voilà, Ah, il y a peut-être ça aussi. Il y avait cette histoire de plus gros contrat de tous les temps et qu'il aille en Arabie Saoudite. Bon, si l'Arabie Saoudite propose en plus de l'argent, genre un très gros transfert pour Vinicius Junior, est-ce que il n'a pas tout intérêt peut-être pour l'équipe du Real, pour le vestiaire du Real de Madrid, que Vinicius s'en aille? moi, pour moi, en tant que je me mets à la place de Florentino, le seule possibilité de transfert pour moi, c'est l'Arabie Saoudite. Sinon, tu renforces un concurrent. Et parce que bon, Vinicius, Après, qu'on ça a aime ou toujours t'aime pas. existé des gros joueurs qui sont partis dans d'autres grands clubs. Oui, mais tu vois, par exemple, Luis Diaz qui est parti au Bayern, c'est un top joueur. C'est pas Vinicius quand même. Alors pourtant, je suis pas le plus grand fan de Vinicius, mais Vinicius, on parle quand même d'un joueur qui, s'il est au top de sa forme, c'est top 3, tu vois. Ça peut être un top 3 sur une saison. Donc,
Alors, ouais, après, avoir la contrepartie financière, hein. C'est sûr que si un club qui envoie 250 millions, bon, mais On en revient peut-être au que cas, ça se fera. on en revient au cas de Neymar, hein, qui était parti du côté du Paris Saint-Germain euh, Mais par pour contre, je vois Benzema. pas du tout Vinicius, oui, pour aller, honnêtement. Autant Rodrigo, je me dis qu'à City, à Arsenal, dans des Ouais. équipes comme ça, même au PSG, ça pourrait le faire. Mais Vinicius au PSG, je ne le mettrai pas. Bah, le truc, Pour c'est moi, il n'y que a que il y a, il y Liverpool, a- hein. il y a ce truc que Rodrigo, il a un peu cette image de joueurs qui se font plus dans le collectif, qui est plus en retrait. Là, c'est sûr que si tu fais venir une superstar dans un gros club, après, tu vois, par exemple, un club comme City, Vinicius, franchement, je pense il leur ferait pas de mal aussi. Il y Oui, a. mais c'est Jeremy Doku, du coup. Ah Là, bah ouais, Vinicius, quoique, moi je suis pas le plus grand fan de Vinicius non plus, hein, si on va, alors je vais donner mon avis sur Vinicius parce que je trouve que c'est un top joueur vraiment, mais déjà sur le Ballon d'Or d'il y a 2 ans sur Rodri, alors est-ce que c'est Rodri qui le méritait? Ça, moi je l'aurais pas donné à lui, mais honnêtement, on l'a placé tellement haut sur ce ballon d'or que je trouve ça un peu fou. On a totalement éludé la saison de Jude Bellingham sur cette saison du Real de Madrid. Alors Vinicius, est-ce que c'est vraiment, par exemple, si on prend du coup Kylian Mbappé, pour moi, Kylian Mbappé est un joueur vraiment, allez, pas 10 fois au-dessus, mais quand même un joueur d'un standing au-dessus qu'un Vinicius. Et lui, il a réussi à rentrer dans ce moule Real de Madrid. On sait qu'il avait beaucoup de mal au début. On se souvient Karim Benzema qui parlait avec Varane, qui disait qu'il joue contre nous, tout ça. Et qu'au final, il est quand même devenu un top joueur mondial. Après, Vinicius, est-ce que vraiment c'est vraiment le joueur, allez, le joueur ultime qui est dans l'esprit des spectateurs comme un Neymar ou bah, pas Cristiano Non, Messi, mais moi je non, trouve mais que c'est un top Vinicius, ailier. il est alors surcoté. En fait, j'arrive pas à trouver le mot qui définit Vinicius. Mais tu vois, par exemple, un Vinicius à Manchester City, comme je le disais, voilà, c'est une méga recrue pour City. Et honnêtement, en fait, je le trouve quand même au-dessus de Doku, tu vois. Ça Mais je sais ferait. pas si ça colle à City. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que. En fait, moi, je vais te Ah, faire je une pense qu'il comparaison. a des opportunités quand tu vois des clubs comme Liverpool qui ont acheté tous les Ah, joueurs qu'ils pouvaient acheter. Est-ce que ah, Vinicius, voilà. alors, les opportunités, il les aura. Alors, est-ce que ce sera bon ou pas? Mais moi, je vais te faire une comparaison NBA. Et là, j'appelle aux fans NBA. Mais tu sais à qui il me fait penser? Et je James pense que Harden. tu. Peut-être que. James Harden. Exactement. Au moins, on se Exactement. comprend, tu vois. James Harden. Tu vois, dans ce mental, et James Harden, quand on voit sa carrière NBA, eh ben, ça a été tout le temps un top joueur. Mais ces équipes, là, ben voilà, quoi. C'était l'équipe de James Harden. Il fallait que ce soit l'équipe de James Harden et pas l'équipe de quelqu'un d'autre. Donc, Bah après et malheureusement, l'équipe contrairement à de James James Harden, Harden, il a quand même déjà gagné. Il a deux, trois Ligues des Champions déjà. Deux. C'est quand même. ouais, mais bon, parce que c'était un jeune et c'était l'équipe d'une Web. Ouais. Ouais, James Harden, il a fait une finale de NBA, une finale NBA, alors qu'il Conférence. était troisième joueur, voire sixième homme dans cette équipe Ouais, d'Oklahoma. ok. Donc la comparaison, elle est pas mal. Après, franchement, Vinicius, je pense que bah, il est pas, enfin, il est pas trop bête non plus pour, quand même, s'il va dans un autre top club, essayer de s'adapter. Là, c'est vraiment Mbappé qui est vraiment qu'il soit neuf ou à gauche, on s'en fiche un peu. C'est vraiment le même style de joueur et ils se marchent dessus les deux. Non, ils se ressemblent trop. Ils se ressemblent trop et du coup ça pose problème. Ça pose problème. Et Bon. encore, je te dis, heureusement que le Real a rajouté des joueurs comme Arda Güler au milieu de terrain, qui amène un peu de lion, Ah bah, qui Arda pense. Güler, c'est vraiment un step-up hein, comparé à la saison dernière qui n'était pas utilisé par Ancelotti. Là, Arda Güler, c'est vraiment du très haut niveau en tout cas. Intéressant. Et je te dis, en fait, ça amène quelque chose de totalement différent à cette équipe. Ils avaient plus profil. Ils avaient plus profil. Bon, il y avait Modric un petit peu, mais bon, c'était un Modric un peu sur la fin, un petit peu fatigué. Mais là, on a un joueur qui est au top de sa forme et qui amène du lien. En fait, tu as un profil différent à Jude, qui est un peu box-to-box. Un profil différent des deux qu'on vient de citer, qui sont des joueurs de percussion de 1 contre 1. Et, euh, et après, à gauche, bon, ça varie un petit peu. Ça varie un petit peu. Enfin, à droite, pardon, ça varie un petit peu avec des Mastontuano, des Fede Valverde par moment, même s'ils jouent un peu plus bas. Et, et Arda Güler apporte quelque chose. Et ça, je pense que ça va dans le sens de ce que Xabi Alonso a envie de mettre en place. Et pour revenir à une des questions que tu avais posées, je pense que j'ai pas répondu.
La patte Xabi Alonso, je pense qu'elle va mettre du temps à arriver parce que il y a beaucoup de joueurs qui sont malgré tout un peu lointains de cette philosophie de jeu qu'il a pu avoir au Bayern Leverkusen. Ok. Ouais. Et du coup, là, on a fait un peu de fantaisie sur le départ de Vinicius, de Rodrigo. Disons que l'effectif reste le même. On est plutôt d'accord que la Pacha Alonso, on la verra peut-être vraiment sur la saison prochaine et il y aura sûrement des changements. Là, l'effectif comme ça du Real de Madrid, est-ce que, comme je l'ai dit juste avant, on risque de voir, enfin, comme j'ai dit avant, on risque de voir ce fameux double coup franc de Declan Rice et le Real va se faire sortir un peu comme ça en fait en Ligue des Champions, ou est-ce que vraiment il peut avoir bon, après c'est le Real du coup l'expérience Ligue des Champions, je pense que le club l'a, mais est-ce qu'on les voit réellement pour cette victoire finale avec des champions? Comme le Barça, je les trouve un peu moins dans une dynamique actuelle pour remporter cette Ligue des Champions. Après, malgré tout, c'est un peu le même cas que le Barça. S'ils ont un joueur qui peut faire gagner tous les matchs. Et quand tu as un Kylian Mbappé de ce niveau-là, en mode préparation Coupe du Monde, et on sait les performances qu'il a dans cette dernière édition de Coupe du Monde, ben, s'il est à ce niveau-là, ben, il peut très bien te permettre d'atteindre une finale si derrière ça défend ça défend en bloc et compact. Mais honnêtement, je les vois pas aller où. Ok. Bah, ouais, moi aussi je suis plutôt d'accord. Et sur Mbappé, on a plus parlé de Vinicius, mais euh, exactement comme tu l'as dit, Kiki en mode année Coupe du Monde et Coupe du Monde, ça fait un moment déjà qu'on n'avait pas vu Mbappé vraiment à ce niveau exceptionnel. La dernière fois, c'était quand il était plutôt avec le Paris Saint-Germain. Peut-être pas la dernière saison, mais la saison d'avant où il est Ouais. vraiment hors norme. Donc ouais, après en tout cas ils ont les joueurs pour aller jusqu'au bout, mais je pense qu'au niveau, souvent c'est le collectif qui fait la différence à la fin, comme on l'a vu la saison dernière du coup avec Paris. Euh, je pense que là ça risque de sortir pareil, hein. Honnêtement, je pense que ça va faire un peu la même chose que l'année dernière, qui sortiront en quart ou peut-être en demi-finale par une équipe par une équipe genre Arsenal ou d'autres équipes. Peu importe, j'ai pas l'adversaire en tête, mais Ouais, que un ça sera un peu la même PSG, chose, quoi. Ouais, ouais, un contre le PSG, PSG. il passe pas, je pense. Ouais. Bah, on viendra un peu plus tard sur le PSG. Je pense que sur le Real, on en a. C'était un peu les débats qu'on voit souvent, mais je pense que c'est toujours bien de le faire. Et on verra ce que ça va donner. Et après, alors là, ça va pas être une équipe toute seule, mais on va plutôt parler des équipes de première ligue, pardon. Donc on a Liverpool, City, Chelsea, Arsenal et donc on a Tottenham en Ligue des Champions. Donc c'est sur ces équipes de première ligue en tout cas. Où est-ce que je voulais en venir? Oui. Sur le classement de cette phase de ligue, du coup, Arsenal premier ex aequo avec le Bayern. Le Bayern 12 points avec plus 11 de goal average. City est quatrième avec 10 points à cause du match nul contre l'AS Monaco. Liverpool qui ferme le top 8 avec 9 points et une défaite contre Galatasaray, mais sa victoire contre le Real de Madrid. Tottenham 10e avec 8 points. Chelsea 12e avec 7 points et cette défaite contre le Bayern et le match nul contre Karabag, du coup c'était hier soir. Euh, Arsenal, on le rappelle aussi, qui est invaincu sur ce mois d'octobre, qui n'a pas pris de but et qui a continué, victoire 3-0 contre le Slavia Prague euh, mardi soir. Déjà, est-ce que sur cette course, parce qu'on parle évidemment de cette course à la victoire finale, on peut exclure Tottenham et Newcastle de cette course? Oui, mais ce sera peut-être une des bonnes surprises. Je pense plus à Tottenham que Newcastle. Ah ouais? Euh, Je redis l'inverse. ouais, Tottenham, en fait, Tottenham, j'aime bien l'effectif qu'ils ont. J'ai beaucoup aimé leur mercato. Ok. Euh, que ce soit Bah ouais, Xavi Simons, je suis Mohamed étonné. Kudus. Je vois, je te surprends peut-être un petit peu, Ouais, là j'avoue que. Ah, vas-y, mais au vas-y, final, continue. je trouve que c'est une équipe quand même qui est intéressante et qui propose certaines choses. Euh, je suis dans l'attente aussi de voir ce que peut faire Randal Colomwani dans cette équipe. En fait, je trouve leur mercato intelligent. Je trouve vraiment leur mercato intelligent et sachant que tu es en train de garder la liste des blessés, mais il y a du monde. Donc, il y a du monde. T'as Bergval, t'as Bissouma, Ben Davis, Kudus, je crois. Artigre, Mohamed Kudus, Dejan Kulusevski.
James Madison, bon, on sait que ce sera long. Mm. Euh, Solanke et Matistel. Donc ça, c'était juste sur le match de Ligue des Champions. Quand ils ont joué contre Copenhague, ils ont gagné 4-0. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs qui pourraient être largement dans le groupe. Donc ouais, Tottenham, j'aime bien leur effectif. Je serai attentif à leur parcours. Je pense que ça peut être une des bonnes surprises. Newcastle, pourquoi je suis un peu moins hype? Parce que je pense que leur pic de forme collectif, c'était peut-être les saisons passées. Je pense que ça reste une belle équipe. Et notamment face au Barça, ils ont fait un top match. Mais, euh, mais je ne les vois pas être en capacité de créer une surprise. Alors que Tottenham, peut-être. Peut-être, alors j'ai aucune. Ça se trouve, ils prendront 3-0, normal. Mais je me dis pourquoi pas, parce qu'en fait, l'équipe me hype. Que ce soit les Brennan Johnson, Xavi Simons, Odegaard. Ouais, non, Ok. il y a un petit truc. Il y a un petit truc, après, pour la victoire finale, ta question initiale, non. Mais pour un petit parcours surprenant, pourquoi pas. Ok, Pourquoi pas. ok. Moi j'étais plus sur Newcastle parce que je trouve qu'ils ont quand même un effectif plus complet. La recrue Voltemade qui vient d'Allemagne, je trouve que c'était plutôt bien vu, même s'ils ont mis un sacré paquet. Mais après, on sait que ça soit une équipe de première ligue et en plus, je crois que c'est un fonds saoudien, je crois qu'ils ont. Donc, pardon? Il y a eu la vente d'Isaac aussi, en plus. Oui, Donc, bon. il y a eu la vente d'Isaac, mais ils se maintiennent quand même avec un sacré effectif. Donc on rappelle, hein, milieu de terrain, ils ont Bruno Guimaraes, ils ont des Sandro Tonali, Joelinton qui est un joueur totalement différent que ce qu'on a pu connaître avant. Même leur attaque, Anthony Elanga, je trouve que c'était bien vu. Anthony Gordon qui est un peu blessé, je crois, en ce moment. Mais ouais, je trouve meilleure cette équipe de Newcastle. Comparé à Tottenham, en plus Tottenham ils ont changé de coach, je pense que c'est plutôt positif le changement de coach pour eux du coup. Mais, euh, mais ouais, j'étais plus sur Newcastle. Mais on est plutôt d'accord que ça ira pas au bout. Tu les vois à peu près aller jusqu'à où? Car on pourra dire que c'est un parcours réussi en Ligue des Champions? Car Après, pour les deux équipes, c'est un top parcours. Pour les deux ouais, équipes, c'est un top huitième plutôt parcours. alors? Ouais, huitième, ce serait pas mal. Là, pour le moment, je reprends le classement, mais Tottenham est très bien. Après, Newcastle, ils ont pas fait ils ont pas eu de gros adversaires hein, de ce que je regardais. Je crois qu'ils ont fait match nul contre Monaco, ils ont fait match nul contre Bodo Glimt. Et après, ils ont des victoires contre des équipes plus en dessous, je crois, hein. ouais, c'est intermédiaire. Après, bah, écoute, ils ont un prochain test. On va vite savoir s'ils sont dedans. Ils jouent Copenhague, ils jouent le PSG au parc, ouais. prochaine journée. On va voir. Après, ils rejouent à domicile le Slavia Prague. Ils jouent Dortmund à domicile. Tu vois, je serais pas non plus surpris que. Enfin, ce serait pas un exploit immense pour moi qui Oui, fasse une performance contre Dortmund. sachant vu la physionomie de Dortmund en ce moment, c'est pas ouf. Et après, ils ont l'Eintracht Francfort à l'extérieur, en sachant qu'ils seront peut-être déjà qualifiés. Donc, peut-être pas dans les 8, mais en tout cas dans les 24. Donc, voilà. En tout cas, passer ce barrage en fonction de l'adversaire, je pense que les deux équipes en sont capables. Ok. Alors, juste pour rappel, on a Victor contre Villarreal, 1-0. Donc, je le redis, 2-2 contre Bodo Glimt, 0-0 contre Tottenham et victoire 4-0 contre Monaco, pardon, et victoire 4-0 contre Copenhague. Euh, voilà pour ces deux équipes. Si on continue quand même sur des équipes un peu mieux, qu'on voit un peu mieux dans cette Ligue des Champions, pardon. Euh, donc on a Liverpool, City, Arsenal, Chelsea. Euh, Est-ce que on peut lâcher cette fameuse stake que Liverpool ça va pas cliquer cette année? Qu'est-ce que t'en penses toi sur Liverpool? Sachant qu'ils ont battu le Real juste avant et enfin qu'ils ont battu le Real cette semaine, ils ont perdu contre Galatasaray en première ligue, ils ont eu pas mal de mal. Est-ce que à ton avis, qu'est-ce que ça a donné ce Liverpool? C'est c'est dur de prononcer. C'est archi dur de prononcer sur Liverpool. Ok. Parce qu'en fait, pour le coup, je pense que l'extra sportif a beaucoup joué sur le début de saison de Liverpool, malgré tout. Je pense que ça devait Extra être une sportif, ambiance tu un veux parler peu. du mercato? Non, du décès de Ah, de Jota, Jota. d'accord. Ok.
Parce que je pense que quand tu es nouveau, que tu arrives dans une situation comme ça, c'est pas facile. Je pense que quand ben, c'est ton pote, du coup, c'est pas facile. Euh, je- Mohamed Salah, s'il fait ce début de saison, alors ouais, il commence à vieillir et tout. Mohamed Salah, à ce niveau, euh, je crois que le dernier match que j'ai vu de Mohamed Salah à ce niveau, c'était à Chelsea, hein. Ça va revenir, hein. Donc, donc ouais, dur à prendre ça. En tout cas, ils ont un effectif de grande qualité. Ils ont fait un mercato de grande qualité avec des joueurs top. Euh, ils ont totalement l'effectif pour faire quelque chose. Après voilà, hein, c'est un argument que je t'avais donné en off, mais je pense que la vérité de maintenant ne sera peut-être pas celle de février-mars ou Oui. des mois de fin de compétition européenne. Et donc, du coup, est-ce que Liverpool sera dedans? Pourquoi pas? Parce qu'en tout cas, ils ont vraiment l'équipe pour. Après, regarde, à l'inverse, Liverpool l'année dernière, c'est un parcours ben, qu'est-ce que tu veux leur reprocher? Ils font en premier, Mm. ils jouent le PSG, le futur vainqueur de la compétition, et au revoir, alors que tout le monde prédisait Liverpool dans le dernier carré à minima, si ce n'est plus haut. Et au final, ben, tout dépendra de la confrontation directe, et ça sera le lot de beaucoup d'équipes. Ouais. Mais Liverpool a les qualités pour aller loin. Ok. Mais en fait, moi, c'était un argument que j'avais plutôt quand on va parler du PSG juste après. C'est que ils les ont un peu pris de haut, je pense, cette équipe de Paris Saint-Germain, et ils se sont fait surprendre. Euh, sur les joueurs qui sont pas au niveau, alors tu as parlé de Mohamed Salah, mais et il y a quand même une recrue qui est loin d'être à son meilleur niveau, c'est Florian Wirtz. Mais en fait, il y a pas que lui, je trouve. Alors autant Hugo Ekitike, il fait plutôt du bon travail. Alexander Isaac, il s'est pas du tout mis dedans, et là, je crois qu'il est blessé. Mais ouais, moi je pense que la take, je vais la prendre sur Liverpool qui va pas cliquer. Honnêtement, il y a des joueurs, je trouve, qu'on a pas mal surcoté. Enfin, surcoté, non. Mais Van Dijk, je trouve que c'est moins fort, c'est moins solide que, que cette année, en tout cas, que les années précédentes. Un Ibrahima Konaté, même s'il est français, hein, on l'aime beaucoup, il est moins performant cette saison, je trouve qu'il fait pas mal d'erreurs. Milos Kerkez, pas loin de dire que c'est une fraude quand même, honnêtement. Je vais quand même le respecter, mais je trouve que vraiment, je crois que c'était un sacré prix qu'ils ont mis sur lui, et il n'est pas du tout au niveau d'un club comme Liverpool. Bon, Frimpong, il a un coup il est blessé, un coup il est bon, mais bon, on attend aussi pas mal, beaucoup plus de lui en tout cas. Et après, en fait, au final, c'est la vieille garde de Liverpool qui est plutôt bonne, hein. Gravenberg, ça, c'est bien. McAllister, il marque. Dominique Szoboszlai, qui a été utilisé en tant que latéral. Alors ça, c'était un peu incroyable. Et au final, il a été plutôt bon. Koji Gakpo, c'est au niveau, je trouve. Mais je pense que vraiment, il y a un truc qui clique pas dans cette équipe de Liverpool. Et moi, je serais prêt à dire, ouais, alors je sais pas où ils vont aller. Là, on a dit qu'ils étaient aux portes du top 8. Je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que ça va cliquer à un moment donné? L'année dernière, en plus, Arne Slot, en tout cas en première ligue, il s'est beaucoup appuyé sur ce qu'avait fait Jürgen Klopp. Là, il a le club, enfin la direction du club et lui, euh, ils ont pris cette direction de lui faire confiance. Et je trouve que ça se voit du coup, et qu'il y a pas mal de choses qui ont du mal à se mettre en place, je trouve. Et en plus, de toute façon, ils n'ont pas le choix de performer, vu l'argent qu'ils ont mis dans ce mercato, va falloir que ça clique. Mais, euh, mais ouais, je pense que Liverpool, en tout cas, ça sera pas très bon. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Liverpool? Parce qu'il y a quand même d'autres équipes là sur ces équipes de première ligue. Non, je pense qu'on peut enchaîner sur d'autres équipes de PL. Après, ouais, Liverpool, si je dois dire un dernier mot pour conclure, c'est un été particulier. C'est un été particulier. Tu Ouais, vois, ou même. si tu souhaites réagir sur ce que j'ai dit peut-être avant, mais Non, mais même pas, tu sais, je reviens juste sur un cas individuel, tu vois, au-delà de ce que je disais sur l'extra sportif, mais je pense à Isaac. Isaac, c'est un mec qui a fait grève, donc du coup, qui a pas de prépa, euh, qui arrive en concurrence, et qui aurait pu le dire, mais Ekitike, il arrive, ben, il marche sur l'eau. Donc au final, ben, tu fais rentrer un mec que tu as payé plus cher à la place d'un gars qui est performant, que tu as payé quand même 90 millions. Donc ouais, Mercato
période estivale très très particulière pour Liverpool. À voir s'ils sont en capacité de gérer ça. Mais par contre, eux, comparé à d'autres équipes, ils ont la profondeur d'effectif pour faire des choses. Ah oui. Mais ouais, en plus sur ce que tu as dit sur Isaac et Ekitike, de base, c'était ou l'un ou l'autre. Au final, ils ont fait les deux. Et du coup, ça marche pas vraiment. Et comme tu l'as dit, Isaac, avec le, tout le remue-ménage qu'il a fait à Newcastle, va falloir quand même qu'il se mette au niveau parce que sinon il risque de manger pas mal de critiques, surtout en plus venant de la part des médias anglais. Donc on a fait Liverpool. City, Chelsea, je les mets un peu dans la même case. Je trouve que c'est plutôt des équipes très bonnes. Mais il y a quand même ce truc de... Est-ce qu'il manque pas quelque chose pour ces deux équipes? Hier, on a vu City gagner contre Dortmund, mais je le redis, une faible équipe de Dortmund. Mais je trouve qu'il manque quelque chose que dans les équipes qu'on avait vues de City avant, les équipes de Guardiola. Et je ne saurais pas comment le définir. Est-ce que toi, tu arrives peut-être à trouver les mots? Chelsea aussi qui a fait match nul contre Karabag. Et pareil, je trouve qu'il manque quand même, je sais pas, ce petit truc en plus. Qu'est-ce que t'en penses? Si je les place un poil plus haut que Chelsea, quand même. Ok. Parce qu'en fait, je trouve que les joueurs sont quand même. Certains joueurs sont quand même dans une très très bonne dynamique. Euh, en citer deux, mais l'association Cherki Erling Haaland, je pense que ça, c'est des promesses hein, encourageantes pour Guardiola. Foden aussi qui a mis un doublé hier. Foden qui revient à bon niveau. Je voyais, je sais pas s'il y en a qui suivent Bass Real, mais bon, il a appelé Froden pendant 2 ans. Donc bref, Foden qui revient à un bon niveau, c'est bien pour lui. Ouais, City, je les mets quand même un petit peu au-dessus de Chelsea. Chelsea, en fait, on a cette hype en fait, de la finale de Coupe du Coupe du Monde des Monde. clubs, où ils font une top performance. Et malgré tout, ils ont quand même un effectif de qualité. Et je pense pas que ce soit au niveau de City. Moi, je les mets en dessous de City. City, honnêtement, alors c'est pas un favori, mais pour moi, c'est le panier juste en dessous des top équipes de la Ligue des Champions. Ok. Je sais pas où tu les places, toi, on va dire sur l'ensemble des équipes présentes en Ligue des Champions, mais moi, je pense que tu as les gros favoris. Bayern, Arsenal, PSG, et je sais pas si j'en oublie un là en tête qui me vient pas immédiatement. Bah après il y a Real Mais Barça, en mais... tout cas, ouais, tu sais quoi, je les mettrais City, Barça, Real, euh, peut-être Liverpool, mais dans le fond de ce panier. Tu vois, dans un Ouais, ensemble de 5 équipes, en dessous des trois favoris. Ouais, je suis pas loin d'être d'accord, parce que il y a... Peut-être que je les enterre un peu vite, mais il y a quand même ce... Donc tu l'as dit, Cherki Haaland qui marche un peu sur l'eau en ce moment. Il y avait cette stat juste avant, que je crois qu'ils ont pas un buteur, hormis Haaland qui a plus de un but ou un truc comme ça, enfin c'est assez fou. Mais ouais, c'est peut-être sur l'effectif, je trouve qu'il y a des cadres à City qui sont pas réellement au niveau où on les attend, ou je sais pas, c'est Guardiola qui cherche un peu à les mettre de côté. Il y a quand même eu ce départ de Kevin De Bruyne qui était le maître à jouer. Il y a cette histoire de maintenant Guardiola il choisit son capitaine, c'est pas le groupe qu'il choisit. En défense, quand même, ils ont quand même des pertes de concentration. Ruben Dias, à un moment, je trouvais que c'était un des meilleurs défenseurs centrales du monde. Là, il commence à pêcher. Bon, Kouchanov, c'est coup-ci, coup-ça, on va dire. Ils ont lâché Akanji. Est-ce que c'est peut-être en fait ce secteur défensif qui risque de leur faire défaut? Parce qu'au milieu de terrain, bon, Rodri l'a pas joué hier, mais ils ont quand même Reinders, tu as parlé de Cherki. Le jeune Aurélie, il est pas mal, mais il faut que lui aussi, quand même, il, après, il faut qu'il en fasse plus, je sais pas, mais il est quand même sur. Il faut. Ah, il doit progresser quand même pour vraiment jouer pour être un joueur de top niveau. Et après, en attaque, même Jérémy Doku, au final, on sait que Doku, c'est pas celui qui t'apporte le plus de statistiques. Et tout comme alors Savigno, c'est un joueur moins connu quand même, mais c'est pas les deux joueurs qui vont t'amener le plus de stats dans une saison. Et on a Omar Marmouche, qui lui, pour le coup, quand il est arrivé, il était plutôt performant. Mais ouais, est-ce que c'est le secteur défensif qui pêche à City?
pense que tu as bien résumé en vrai les forces et faiblesses de cette équipe. Juste pour la défense, je pense que ça peut être un soutien de poids. Ils ont quand même un gardien qui fait des arrêts quand même cette année. Donc ça c'est quand même un gros point positif pour City. Alors j'ai pas regardé les récents matchs de City pour dire si Donnarumma enchaîne les bonnes performances depuis ce derby où il avait été très performant. Mais malgré tout, je pense que c'est quand même une très bonne pioche pour City sur cet aspect-là. Après, sur la défense, je te rejoins un petit peu. Le milieu, je trouve que c'est quand même fort. C'est quand même fort. Reinders, j'aime beaucoup ce joueur. Euh, je suis en train de regarder la compo. Il y a Nico Gonzalez aussi. Ouais. Nico Gonzalez qui arrive de Porto et je pense que c'est un joueur qualité. Après, par contre, ta stat sur le nombre de buteurs à plus d'un but, hormis Haaland, je trouve qu'elle est quand même folle. Et c'est vrai que quand on regarde cet effectif, mais en joueur décisif pur, il y en a pas beaucoup. Cherki peut être un de ces joueurs, mais est-ce qu'on doit compter que sur Ryan Cherki en plus de Erling Haaland? Est-ce qu'il est capable d'être un Il y a leader Marmouche. de... Ah, Marmouche, je vais regarder ses stats Là, réels. là, Alors pour moi, l'instant, j'aime je crois beaucoup. il a un but en première ligue, un truc comme ça. Mais c'est quand même un joueur précédemment qui a fait des stats. Carrément, carrément. Et là, je regardais, championnat cette saison, c'est une passe D. Ouais. Championnat cette saison, c'est une passe D. Et bah, en Ligue des Champions, pas de stats. Après, j'ai pas trop suivi son actualité récente pour savoir s'il était né ou quoi que ce soit, mais moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. J'avais beaucoup suivi à l'époque de Francfort. Ça peut être totalement le style de joueur qui peut apporter ben, voilà, cette capacité décisive. J'avais un petit peu parlé de Jérémy Doku, moi. Je sais pas si tu te rappelles sur un Farmer Street. Ouais. Où, ben, très bonne saison très bon début de saison de Jérémy Doku. Alors oui, c'est pas le mec qui va te faire des doubles-doubles, qui passe des 10 buts, mais c'est quand même un joueur qui te dynamite une défense à chaque instant, qui est capable de faire des différences. Et du coup, je pense que de fatiguer une défense, et ça, des fois, ça doit servir aux autres. C'est même pas des fois, c'est une certitude, ça sert aux autres dans l'ensemble des matchs. Mais, euh, mais est-ce que c'est suffisant à l'approche des big matchs d'avoir que Erling Haaland en unique solution pour être décisif? Je pense que ce sera peut-être un peu light à ce moment-là, mais ils feront partie des outsiders. Ouais. Et ouais, sur Doku, en tout cas, on voit que Gordiola, il lui fait confiance quand même. Hein, il a autant de matchs que Haaland, hein, il a une dizaine de matchs. Ryan Cherki, je t'ai coupé, mais lui, même Tiziano, il en a parlé, bah, c'était mardi du coup, où si Ryan Cherki, il est en forme, il fait des stats, il a marqué hier, bah, ça peut être que positif pour lui, pour City, pour l'équipe de France. Et, et ça sera très bien. Donc, ouais, si Cherki déjà il arrive à enchaîner les matchs, ça va déjà être plus intéressant. On sait qu'il a cette qualité de passe, de dribble, pour peut-être mieux servir que les autres joueurs, les attaquants Citizen. On va passer à Arsenal juste pour revenir donc dans ce chapeau de grosse équipe. Donc tu nous mets City un peu en dessous, plutôt dans un deuxième chapeau. Et Arsenal, tu les mets au-dessus du coup. Ouais. Ok. Moi, je te dis, pour moi, le top 3 forme instant T, en forme. C'est un peu plus dur pour notre équipe, mais c'est Bayern, Arsenal, PSG. Pour moi, Ok. actuellement, le top 3. Ok. Bah, du coup, sur Arsenal, est-ce que bah, c'était ma question en fait, est-ce que ça serait pas eux dans ces équipes de première ligue sur la culture de l'instant, sur l'instant T, les grands favoris? Est-ce que en fait peut-être la seule question qu'on peut se poser aujourd'hui sur Arsenal, vu qu'ils sont injouables, bah, déjà il y a cette arrivée de Eberechi Eze qui fait la différence, les joueurs, le gros recrutement qui fait vraiment cette différence. Mikel Arteta qui commence enfin à avoir des statements. La seule question qu'on pourrait se poser sur ce début de saison, c'est est-ce que Arsenal pourrait privilégier cette victoire en Première Ligue? On sait qu'ils sont leaders actuellement, ils ont 6 ou 4 points d'avance sur City. Est-ce qu'ils pourraient privilégier la Première Ligue à cette Ligue des Champions? Privilégié, c'est dur parce qu'en fait, moi, enfin, c'est une mentalité que je trouve difficile à mettre en place parce qu'en fait, ça veut dire que tu fais taper sur une compétition Ouais, sans avoir potentiellement de garantie
la prendre, quoi. Alors oui, sur la gestion d'effectifs, sachant que dans le passé, c'est ce qui a posé problème à Arsenal pour remporter des titres, que ce soit européens ou domestiques. Mais pour moi, pour moi, ma mentalité, ce serait de jouer toutes les compétitions à fond. Je pense que Arsenal est au-delà d'une continuité récente sur cette saison et sur une continuité depuis plusieurs saisons quand même. Il y a eu beaucoup de critiques autour de Arteta, mais il a quand même ramené Arsenal à un certain niveau. Alors les critiques, je les entends parce qu'ils n'ont pas pris de trophées, mais on voit quand même Arsenal qui a retrouvé un certain niveau de jeu. On voit un Arsenal qui est capable de répéter ce niveau de jeu à plusieurs moments, et même au-delà de ça, on le voit dans le mercato estival, à partir du moment où Arsenal est en capacité de recruter un joueur comme tu as parlé de Désir, mais moi je parlais de Gyökeres. Quand tu vois que Arsenal est capable de recruter un attaquant qui était sur les tablettes de tous les meilleurs clubs européens et ici Arsenal, c'est quand même un sacré message pour la concurrence sur l'attractivité d'Arsenal et sur la position dans la sphère européenne et dans les top clubs européens d'Arsenal. Pour revenir à ta question initiale, pour moi, il doit jouer les deux tableaux à fond. En fait, ouais, cette question, en fait, elle vient que Arsenal, ils ont un peu cette image de magnifique loser quand même. Là, ça faisait 3 saisons qu'ils sont vice-champions d'Angleterre. Ils n'ont pas gagné de Première Ligue depuis 2004. On sait qu'à un moment, ça a pesé sur un club comme Liverpool. City, quand ils se sont mis à gagner des trophées, ils peuvent, entre guillemets, se permettre de lâcher un peu le championnat. Arsenal, pour le coup, il faut absolument. Enfin, ils sont un peu dans cette recherche de titre à tout prix. Même quand ils étaient un peu moyens, un peu bons, je crois que c'est en Europa League où ils perdent la finale contre Chelsea. Euh, donc, moi, je suis plutôt d'accord avec toi, hein, avec l'effectif qu'ils ont. Ils sont censés jouer sur les deux tableaux, mais largement. Mais ouais, est-ce que en fait, là, c'est même plus sportivement. Est-ce que c'est mental si, bah, en plus, l'année dernière, honnêtement, est-ce qu'ils étaient pas, on les considérait pas favoris face au Paris Saint-Germain quand même, parce qu'ils venaient de sortir le Real de Madrid et au final ils perdent contre Paris, donc enfin ils sont éliminés. Voilà, est-ce que mentalement, là il faut que ils assurent au moins un des deux trophées en fait. C'était plutôt ça le sens de la question. Je comprends le sens de ta question. Euh, Après, vraiment sur le côté privilégier une compétition, je trouve ça tellement risqué. Parce que, Oui, imaginons, on va dans ce sens. On va dans le sens de cette question. Plus ils focus tous sur la paix. Donc, quitte à faire tourner un peu en Ligue des Champions, entre guillemets, tourner, parce que tu ne feras jamais réellement tourner, mais en étant mentalement un peu moins déter qu'en première ligue. Tu finis deuxième. Du coup, derrière, tu as encore plus de regrets, et la saison prochaine, tu vas être en capacité d'enchaîner. Tu vas être en capacité d'enchaîner. Moi, ce que je vois, et je reviens sur ce que tu disais sur la demi, le rapport de force entre le PSG et Arsenal, bon, on s'attendait franchement à autre chose. Je, surtout le match aller. On s'attendait à l'enfer pour les Parisiens, bah, ça n'a pas du tout été le cas. Paris a livré, je pense, le plus beau match de sa compétition à l'Emirates. Je ne parle pas de la finale, parce que pour moi, la finale, c'est une masterclass. Mais à l'Emirates, il y avait quand même. C'était fort. C'était la première fois qu'on voyait le PSG aussi fort. Alors oui, ils avaient fait des bons matchs, mais là, c'était fort. C'était impressionnant. Donc après, pour revenir à Arsenal, pour moi, ils doivent jouer toutes les compétitions. Et si ils veulent se mettre dans des top conditions, à eux, en première ligue, là, de profiter de cette première partie de saison pour prendre ses distances. Tu parlais de City. City, les années où ils n'ont pas gagné la Ligue des Champions, c'est parce que bah, ils font la bagarre avec Liverpool en première ligue jusqu'à la 38e journée, quoi, ou à la 37e. Donc, donc c'est ça qui peut poser problème. Après, hmm, on saura plus. Moi, je pense que pour Arsenal, en tout cas, il faut jouer sur les deux tableaux et faire en sorte d'avoir le moins de blessés possible. Et par contre, à ok. ce moment-là, ce sera peut-être au coach, lui, de gérer un peu certains temps de jeu, que ce soit en PL ou en Ligue des Champions, peut-être sortir un mec à la 60e, même s'il n'a pas envie de sortir. Ok. Arteta de gérer ça. Ouais. Sur la demi-finale, donc pour remettre un peu le contexte, c'était l'aller à l'Emirates où en fait c'est Dembélé qui marque dès le début de match. Et après le retour, en fait, c'était le 2-1 avec ce fameux but de Saka à la fin. Non, Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça.
but de Saka à la 76e, alors que Paris menait 2-0, ça s'est un peu emballé. Donc ouais, mais ouais, on est plutôt d'accord quand même qu'Arsenal doit jouer sur les deux tableaux. Et du coup, vu la dynamique qu'ils ont, ils seraient dans le chapeau avec, je vais dire la Juventus, mais pas du tout, le Bayern Munich. Et c'était quoi l'autre club? Paris. PSG. Paris. Et ok, donc sur ces clubs de première ligue, je pense qu'on a un peu fait le tour. Évidemment, que je le redis, hein, mais on verra ce qui va se passer par la suite, hein. Il reste quand même 4 matchs de poule. Et après, on aura évidemment le classique barrage. Et après, huitième, tout ça. Tac, 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 tac. Ouais, donc là, on va faire plutôt un peu plus court. On est déjà quand même à 1h30 d'émission et on va parler du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, on en parle assez souvent sur nos émissions sur la Ligue 1, sur Farmer Streak. Le dernier épisode est disponible, hein, si vous nous regardez, il est sorti tout à l'heure, donc n'hésitez pas à aller le voir après ce live pour ceux qui sont avec nous. Le problème de Paris, on le sait, préparation tronquée, l'enchaînement des matchs, les blessures, ils viennent de perdre Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé, on ne sait pas exactement si c'est très grave ou pas. Ils sont tout de même 5e au classement, ils ont battu le Barça, la grosse victoire contre Leverkusen, mais Leverkusen, c'est plus la même équipe que les deux dernières années. Euh, L'année dernière, ils étaient, donc comme je l'ai dit, il y avait cet argument de, on les attendait peut-être un peu moins parce que on sait que Paris, ils avaient un peu cette image de loser éternel en Ligue des Champions. La saison, elle a démarré en janvier pour eux. Au début, on s'est dit peut-être qu'ils vont même pas faire le top 24. Et il y a ce match, ce déclic contre City. Donc tu y as plutôt répondu. Ils sont favoris, parmi les favoris en tout cas, à leur propre succession. Euh, qu'est-ce qui, Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce Paris Saint-Germain? C'est vraiment en fait la gestion de Luis Enrique et en tout cas du club sur tous les joueurs qui pourraient leur faire défaut. Hormis ça, en fait, c'est des questions qu'on se posait avant. Et là, peut-être qu'on se pose plus. Est-ce que en fait Paris a peur de n'importe quelle équipe en fait, que ce soit le Real, le Barça, le Bayern. Même le Bayern, là, ils perdent, mais bon, sur un match retour, on peut se dire qu'ils prennent la victoire. Euh, Alors commencer en fait par la gestion des blessés, je pense que je vais revenir un petit peu plus tard parce que ça peut amener un débat un petit peu parallèle à la Ligue des Champions. Mais en tout cas, moi sur le statut du PSG, il n'y a aucun doute. Qui... enfin, moi, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je vais dans tous les stades d'Europe sans trembler. Avec l'équipe qu'ils ont actuellement, je vais dans tous les stades d'Europe sans trembler. Je vais à Bernabeu, je vais au Camp Nou, je vais à l'Allianz Arena, je vais à n'importe où en étant hyper serein. Il n'y a aucune équipe qui me fait peur. Il faut se rappeler quand même que le PSG a. Tu parlais d'étiquette d'éternel loser, mais là, c'est pas, ils l'ont effacé. Ils l'ont effacé, mais avec brio en fait. C'est pas anodin en fait ce qui s'est passé la saison dernière. Alors Oui, oui, la finale de la Ligue des Champions, c'était un peu à part, mais au vu mais du c'est une parcours et tout performance. ça, Ouais, c'est une performance exceptionnelle, et même ouais, le je suis style d'accord. de jeu, là, la maîtrise parisienne sur. Alors oui, il y a eu des débats, est-ce que ça équivaut au Barça de Guardiola? Bon, peut-être tranquille un petit peu, mais, euh, mais attention, ce qu'a fait Paris Saint-Germain la saison passée, c'est quand même, en termes de football pur, c'est quand même d'un niveau exceptionnel, et ils ont gardé tous leurs joueurs, en fait, tu vois. Donc pourquoi on devrait douter du PSG si le seul Et, joueur qu'ils ont perdu, c'est Donnarumma? et ils ont fait le Donc, choix aussi de garder tous leurs joueurs, hein, on le redit, mais des joueurs, même des remplaçants comme Kanguinmi, tout ça, ils voulaient pas les faire partir et ils ont pas voulu recruter plus que ça non plus, hein. carrément, Hormis ils ont voulu Zabarni laisser. et Chevalier, ils ont pas Ouais, recruté. voilà, ils ont voulu laisser de la place aux petits, ils l'ont dit aux petits parisiens, que ce soit Mayoulou, Ibrahim Mbaye, qui aura un peu plus de temps de jeu, on en avait parlé, hein, parlé assez dans des émissions spéciales des gars. Mais pour moi, PSG ne doit avoir peur de personne, et quelle que soit la forme actuelle. Parce qu'on en reparle dans 3 4 mois, les joueurs seront là, il y aura peut-être un absent ou deux. À partir du moment où déjà tu as Joe Neves, Vitinha, tu peux être très serein. Si tu as Nuno Mendes, Hakimi, tu peux être très serein. Enfin, voilà.
Ouais. Je m'inquiète pas du tout pour le PSG. Ouais, en plus, on l'a vu. Alors, il y avait des blessés un peu de chaque côté, mais la victoire contre le Barça avec ce but de Mayoulou à la fin, on peut voir qu'ils sont toujours dans cette dynamique, qu'ils ont peur de personne. Je pense que pour Paris, de toute façon, on aura le temps d'en revenir quand on parlera de Ligue 1, tout ça, et on fera sûrement d'autres émissions hein, sur la Ligue des Champions. Le calendrier en Ligue des Champions, c'est Tottenham, donc ils reçoivent Tottenham. Ils vont au Sporting, et ils reçoivent Newcastle, et il m'en manque un entre les deux, c'est l'Atlético Bilbao, ils vont à Bilbao. Donc c'est plutôt un calendrier tranquille, où ils doivent clairement être dans le top 8 à la fin de ces matchs. On est plutôt d'accord sur ça, Gaëtan? Sans aucun souci. Sans aucun souci. Et le débat parallèle sur lequel je voulais t'amener, Oui, c'est vrai. c'est le nombre de matchs qu'il y a en fait durant la saison. En fait, tu te rends compte que plus tu vas loin dans les compétitions, plus tu te retrouves à jouer un nombre de matchs. Et ça, c'est de tout temps. Mais là, ça commence à devenir vraiment extrême. Du monde des clubs, Super Coupe d'Europe, Ah, mais Trophée des c'est... champions, ça commence à être important. Et tu le ressens, tu le ressens. On en a parlé sur les émissions spéciales des gains, mais la préparation du PSG, j'ai jamais vu ça de ma vie. Une semaine de repos avant de reprendre un championnat domestique, j'ai jamais vu ça. Donc, forcément que ça a des conséquences. Et quand tu vois les blessures, tu vois, cette Hakimi, ben, c'est une blessure qui aurait pu arriver même si tu avais 2 mois de repos. C'est un coup, c'est malheureux. C'est des choses qui peuvent arriver en jouant, mais Dembélé, Doué, blessure musculaire, c'est pas Joao, anodin. Joao Neves, En Ruiz. effet, c'est pas anodin. C'est pas anodin, en fait, le genre de blessure au bout d'un moment. Alors moi je suis totalement d'accord sur ça. Moi je trouvais bon, il y avait la chaîne YouTube n'était pas encore ouverte la saison dernière, mais on aurait pu totalement avoir ce débat. Pour moi c'est un scandale alors autant si on veut faire cette phase de championnat, cette nouvelle formule, on enlève ces histoires de poules, tout ça. OK, mais pourquoi tu vas nous rajouter 2 matchs en plus? On sait exactement pourquoi hein, il y a pas de réponse autre que l'argent. Alors, peut-être le seul point positif, c'est pour les supporters, qui voient peut-être d'autres équipes et c'est différent au lieu de voir des allers-retours. Mais honnêtement, ce nombre de matchs, c'est scandaleux. Il y a énormément de joueurs qui en ont parlé l'année dernière. Alors, à, comment dire, à tout niveau que ce soit, hein, parce que, comme vous le savez, j'ai la chance d'accéder aux conférences de presse de l'OGC Nice, et il y avait Ali Abdi qui était en conférence de presse. Alors attention, c'est pas le Cador, mais il joue avec Nice, donc en Europa League, en Ligue 1, et il va jouer sûrement la CAN avec la Tunisie. Et même lui, un joueur comme lui, il disait qu'il y avait trop de matchs et qu'il fallait que les instances européennes, que ce soit l'UEFA ou peu importe la FIFA, il fallait qu'ils prennent ce sujet au sérieux et qu'à un moment ils vont bousiller les joueurs quoi. Et, euh, et comme tu l'as dit, la saison du PSG, enfin le début de saison du PSG, c'est totalement ça. La Coupe du Monde des clubs, maintenant c'est une compétition comme la Coupe du Monde de sélection. Euh, où est-ce qu'on va? La Coupe du Monde, bientôt il y aura, je sais pas, 100 équipes pour la compétition, elle va durer sur 3 mois. Enfin, il y a un moment, c'est pas viable pour les joueurs, mais même pour les clubs. Ça veut dire qu'en fait, les clubs, ils doivent avoir deux, trois équipes de haut niveau pour jouer sur toutes les compétitions, et que en plus, après, à gérer tout ça, que ça soit sur les contrats, les transferts, tout ça, ça va être n'importe quoi. Et si on va sur les transferts aussi, on voit qu'il y a des jokers qui sont mis en place, mais au final, je sais plus, je crois que c'est avec un autre journaliste que j'en ai parlé, mais en fait, on va avoir on n'aura plus de période de transfert et ça va être des transferts sur toute l'année en fait. Sportivement, ça va rien créer, je pense, qu'on va avoir des joueurs qui pourront se déplacer un peu comme ils veulent. Et où je voulais en venir, c'est que ça va être hyper compliqué à gérer, que ça soit sur le plan physique ou que ça soit dans la gestion des clubs. Sur ça, bah, en fait, je te rejoins totalement et en tout cas, en plus, la direction que ça prend, c'est que ça va pas aller mieux au fil des mois et des années. Si tu voulais peut-être rajouter un truc sur ça. Ouais, parce que j'ai souvenir d'une interview de Mbappé à ce sujet, qui s'exprimait là-dessus. En fait, c'est aussi le temps de repos qui est laissé à ces joueurs. À la limite, je te dis une bêtise, tu fais 80 matchs. Et 80 matchs, tu vas comprendre un petit peu pourquoi je te parle de ce nombre de matchs. Tu fais 80 matchs, mais tu joues sur 6 mois.
Et après, derrière, tu as 4 mois de repos l'été. Bon, mais ça veut dire que derrière, tu as quand même du temps pour te reposer et pour te préparer. Mbappé, il disait que, ben, en final, des fois, il leur arrive d'avoir 2 semaines de repos. En fait, ils ont une semaine où une coupe, et après, ben, une semaine où il faut quand Ils se même remettent en jambe, ouais. rester un minimum en forme. Donc, il comparait ça en fait aux autres sports, et c'est pour ça que je te disais 80, parce que 80, on a fait des comparatifs sur la NBA il n'y a pas longtemps, mais au final, ben, tu regardes que certaines superstars de NBA, ben, ils se retrouvent en avril, ben, c'est fin de saison, et derrière, ils ont du repos jusqu'à octobre pour se préparer, pour faire une vraie préparation, pour peut-être réparer certains bobos qu'ils ont pu avoir aussi, tu vois. Donc, et pourtant, ils jouent beaucoup de matchs. Pourtant, Ouais, ils jouent beaucoup de matchs. Donc, ouais. c'est le temps de repos aussi qui est important, je pense, à gérer. Et tu parlais de la gestion du club pour être à mon petit niveau aussi dans l'aspect technique, dans des clubs de foot. Alors là, bon courage au prépa physique, bon courage au kiné, bon courage au directeur de performance qui gère la charge physique toutes les semaines des joueurs. Enfin, cadence infernale. Et plus tu as de joueurs, et tu sais que dans les clubs, l'individualisation, elle est de plus en plus importante depuis quelques années. Plus tu as de cas individuels à gérer, plus ça fait de travail à gérer pour l'ensemble des salariés des Ouais. clubs. Donc, ça devient compliqué. On va finir par voir des vestiaires comme on a vu à Chelsea avec Aussi. quatre mecs qui, qui se battent pour avoir des bancs dans la salle de muscu où ils sont 40 par effectif. Honnêtement, ça n'a ni queue ni tête en fait. Honnêtement, en tout cas, on espère que ça va changer. Et ouais, t'as totalement raison sur la prépa physique, tout ça. Et en plus, ce parallèle avec la NBA, déjà ce débat, on sait qu'il existe totalement en NBA, ou que même s'ils ont 3 4 mois de repos, on parle des fois de réduire la saison régulière. Et il y a aussi ce truc au basket, c'est qu'il y a certains joueurs, qui n'existent pas dans le foot, il y a certains joueurs qui en fait qui, euh, qui vont pas dans certaines compétitions, que ce soit à la Coupe du Monde ou à l'Euro, il y a des joueurs qui préfèrent préserver leur été pour, euh, pour se préparer physiquement. Et c'est un des seuls sports comme ça, hein. Parce que tu regardes, je te resitue un peu l'interview de Mbappé, mais même il parlait du tennis. Le tennis, c'est toi qui choisis ton calendrier, donc tu peux jouer autant de matchs que tu veux, mais bon, si tu veux être Exactement. éliminé au premier tour, t'es éliminé au premier tour en vrai. On le sait comment ça se passe. Les joueurs de tennis, ils sont un peu fatigués et qu'ils ont juste envie d'aller au premier tour, prendre leur cash prize et se laisser une semaine de repos pour derrière performer, ils vont le faire. Ouais. Donc ouais, il n'y a que le foot qui est comme ça. Et attention, parce que le nombre de blessures qui se répètent, et notamment physiques en fait. Notamment physiques, au bout d'un moment, les joueurs, ça reste des humains, hein. Alors il y en a, ils vont te dire oui, ils gagnent des millions, ils gagnent des millions. Mais ils font des Le fameux efforts. débat, ils sont payés pour taper dans un ballon. Exactement, tu vois, mais derrière, ils font des efforts que physiquement personne ne fait, et à une intensité que personne n'a eu, je pense, dans notre vie. Je parle pour le commun des mortels. Mais attention, ça reste des humains. Donc, au bout d'un Ouais. moment, c'est Koundé qui s'exprime beaucoup sur ce sujet. Ouais, bah, t'as parlé d'Mbappé, il y a Koundé, je crois qu'il y a eu Rodri l'année dernière, enfin il y a pas mal de joueurs. Et en plus, ce qu'on a vu, et là c'est flagrant sans que les joueurs parlent, c'est deux ballons d'or qui viennent récupérer leur trophée blessé. Carrément, Rodri l'année dernière, on se souvient, il est venu en béquille pour récupérer son ballon d'or. Donc, en fait, c'est des images, entre guillemets, qu'on n'a pas envie de voir. On veut voir tous les joueurs en forme. Donc voilà pour ce débat bah, plus gros que le Paris Saint-Germain, mais qui les concerne, ils sont en plein dedans en ce moment en tout cas. Donc voilà, pour resituer le débat sur cette Ligue des Champions, on considère quand même Paris Saint-Germain favori à sa propre succession. On a eu le débat, je vous invite quand même à voir Farmer Street parce qu'on a eu ce débat avec Tiziano que il faisait énormément tourner et que l'objectif principal de Paris, je pense, cette saison, c'est cette deuxième Ligue des Champions et qu'en Ligue 1, ils pouvaient se permettre de mettre des équipes bis, voire C, et qu'ils ont quand même de l'avance sur les autres équipes. On est un peu sur la fin. Il nous reste quand même un mini bloc. On va essayer de faire en dessous des 2 heures quand même parce que mais il y avait pas mal de choses à dire et c'était super intéressant. Mais les équipes italiennes quand même, on a parlé des 5 gros championnats avec le Bayern, on a parlé du Real Barça. Évidemment, on ne parlera pas des 36 équipes comme je le redis, mais ces équipes italiennes, avec Naples qui était finaliste la saison dernière, du coup on en a parlé avec Arsenal, est-ce qu'ils vont privilégier la Première Ligue
ou la Ligue des Champions. L'Inter, l'année dernière, ils ont joué sur les deux tableaux, ils ont perdu sur les deux tableaux. Ils se sont fait détruire, hein, on le rappelle, en finale par le Paris Saint-Germain 5-0. Là, ils sont invaincus, donc 12 points, 4 victoires, mais contre des équipes plutôt de second plan. Naples, on a l'impression qu'ils privilégient la Serie A aussi. Naples, j'ai plus leur classement, mais je crois que pour l'instant, ils sont même pas dans les 24. Ouais, ils sont 24e, qu'ils ont 4 points. Ils ont perdu contre. Non, ils ont fait match nul contre Francfort. Ils ont perdu contre le PSV où ils se sont fait. Ils ont pris une sacrée gifle. Ils ont gagné contre le Sporting et ils ont perdu contre City. Bon, ça peut arriver à tout le monde. Et la dernière équipe, la Juventus de Turin, je pense que là, l'objectif, honnêtement, c'est pas du tout de faire bonne figure en Ligue des Champions. Euh, Ils ont renvoyé leur coach Igor Tudor. C'était annoncé, hein, honnêtement. Pour ceux qui avaient vu la vidéo que j'avais fait sur la Serie A, je l'avais plutôt dit. On va voir ce que ça va donner avec Luciano Spalletti, mais honnêtement, la Juventus, on s'attend à rien dans cette Ligue des Champions. Et l'Atalanta, aussi pareil, s'ils sortent du top 24, honnêtement, c'est très fort. Là, ils ont battu l'Olympique de Marseille hier, mais sur un match un peu fou. Euh, Ça va être une question plutôt simple, mais est-ce que tu vois une équipe italienne sortir du lot cette saison ou pas du tout? On pense surtout à l'Inter et peut-être Naples. Qu'est-ce que tu en Moi, penses sur ça? moi, je suis très déçu des performances de Naples. J'attendais beaucoup mieux vu la qualité de l'équipe. Donc, j'ose espérer qu'ils seront dans les 24 pour avoir une chance d'aller plus loin dans la compétition et être performant. Euh, mais pour le moment, très déçu. J'étais un peu hypé avec le côté Kevin De Bruyne qui arrive chez le champion en titre de Serie A, Qui est blessé en ce moment. qui s'est blessé. Ouais, mais bon, après, ils n'ont pas Lukaku, ils n'ont pas De Bruyne. Donc, du coup, sur les dernières performances, c'est quand même impactant. Mais ouais, un peu déçu de leur performance actuelle en Ligue des Champions parce que bon, en Serie A, ça va. Ils sont là. Après, bon, honnêtement, ce sera l'Inter, hein, l'Inter qui est quand même depuis plusieurs années, au-delà de la performance de la saison passée, qui est quand même régulièrement dans les mois de mai, enfin, pardon, les mois de mars, plutôt au printemps, ils sont toujours présents. Euh, voilà, moi j'attends l'Inter qui sont toujours présents au printemps. Et après les autres, comme tu l'as très bien résumé, la Juventus, c'est dommage parce qu'ils ont quand même un effectif qui peut être hypant avec certains joueurs qu'on connaît parce qu'ils sont passés par la Ligue 1, même des petits jeunes qui peuvent être intéressants. Et voilà, hein. Atalanta, je pense que c'est une fin de cycle. Donc, Ah, c'est surtout le voilà. début d'un nouveau, en fait, avec le départ de Ouais, Gasperini, ouais. Mais ouais, j'attends rien de l'Atalanta, j'attends rien de la Juventus, j'attends beaucoup plus de Naples. ouais. Bah, sur la Juve, il y a aussi un peu cette espèce de mercato raté, en fait, hein. Moi, déjà, je pensais ils allaient remplacer Tudor et prendre un autre entraîneur. Ils ont préféré le garder. On a vu qu'ils ont pris Jonathan David. C'était plutôt un bon choix pour lui et pour eux. Et au final, on voit que ça marche pas. Ils ont pris Zegrova, Openda. Pour l'instant, c'est pas eux qui se mettent le plus en avant. Au final, c'est Vlahovic qui était sur le départ, qui est peut-être le meilleur joueur en attaque chez eux, avec Yildiz évidemment. Donc honnêtement, on ne sait pas ce que ça va donner. L'Atalanta, tu l'as très bien dit. Et pour Naples, ouais, moi je pense que là pour le coup, ça se voit un peu qu'ils privilégient cette Serie A que la Ligue des Champions. Si on regarde le match de hier, non, c'était mardi, je crois, où ils jouaient. euh, Leur adversaire, je l'ai plus, mais honnêtement, le match, il était vraiment pas beau à voir, quoi. C'était Francfort, c'était un vieux 0-0, et honnêtement, le match, fallait s'accrocher quand même. Et après pour l'Inter en fait, là aussi pareil, ils sont sur un changement de cycle, hein. Il y a eu le départ de Inzaghi, mais ils ont quand même, moi je pensais qu'ils allaient changer pas mal de joueurs. Au final, c'est un peu la même ossature quand même. Il y a Marcus Thuram qui est blessé, on sait qu'il y a une super complémentarité avec Lautaro Martinez. T'as dit qu'on allait les voir mars-avril. Est-ce que l'Inter, tu le mets dans ce chapeau avec City du coup? Ce qu'on disait, City, Barça, Real? Ouais. Ouais, toujours par rapport à leur vécu. Par rapport à leur vécu, ben, comme tu l'as dit, ils n'ont pas trop changé. Donc, tactiquement, ben, ce sera l'Inter qu'on connaît. Ce sera l'Inter qu'on connaît. Donc, ouais, je les mets dans ce chapeau. Je les mets dans ce chapeau.
Ok. Et en plus, on le rappelle, hein, ils ont fait finale en 2022, je crois, qui perdent contre City. Et en plus, et là, je reviens sur une autre vidéo, c'est la toute première vidéo de la chaîne, hein, n'allez pas la voir, elle est catastrophique, mais j'avais dit que je voyais plutôt l'Inter gagner contre le Paris Saint-Germain, donc je m'étais bien trompé. Je pense qu'on est pas mal, qu'on a fait un peu le tour des grosses équipes. Évidemment, on pouvait pas parler de tout le monde, on a fait quand même 2 bonnes heures dessus. Juste petite note sur Karabag, qui est 15e, qui a gagné contre Benfica. Qui a gagné contre Copenhague, qui a perdu contre Bilbao et là qui a fait match nul contre Chelsea. Donc c'est un peu l'équipe qu'on n'attendait pas. Évidemment, on n'a pas parlé de Monaco et de Marseille, on en parle, comme je l'ai dit, comme, un peu comme Paris, on en parle assez en Ligue 1 et honnêtement, on ne les voit pas parmi les favoris de cette Ligue des Champions. Honnêtement, si un des deux clubs fait huitième, voire plus, saison réussie, même si Marseille, je pense qu'ils ont des ambitions, là malheureusement, ils sont 25e, mais ils ont eu des sacrés matchs, il leur reste encore Liverpool et tout, donc on espère qu'au moins ils iront en barrage, voire en huitième. Galatasaray qui est neuvième quand même à noter. Et après, pas bravo quand même à Benfica et l'Ajax. Benfica qui a privé l'OGC Nice de cette Ligue des Champions, même si on n'aurait rien fait, on se le dit. Et l'Ajax, honnêtement, c'est 4 défaites d'affilée. J'avoue que voir un Ajax aussi nul, je m'y attendais pas. Donc même Olmachi et Pafos, ils ont plus de points qu'eux. Pafos qui est dans les 24, hein, qui a 5 points. Donc voilà. Et Karaton Machi, hein, l'équipe d'un autre continent qui est parmi la Ligue des Champions. Bref, je pense qu'on a été plutôt pas mal, qu'on a fait le tour. Évidemment, on va essayer de chapitrer tout ça pour que ça soit pour que ça soit plus lisible pour vous. Merci à ceux qui étaient sur le live Twitch, merci à ceux qui regarderont cette vidéo sur YouTube. On espère au moins que vous nous donnerez votre avis évidemment sur tout ce qu'on a dit. Et ben merci à toi Gaëtan d'avoir une nouvelle fois été là. On espère te revoir évidemment sur les émissions de Farmer Streak avec Tiziano et Guy-Ange. On rappelle les réseaux sociaux GP Sport, tiré du bas GP Sport, tiré du bas sur TikTok et tiré du bas GP Sport sur Instagram. Évidemment, je les mettrai post-prod avec un super montage. Merci à toi Gaëtan, encore une fois. Bah écoute, c'est un plaisir, franchement, ça faisait un moment que j'avais pas fait une mission, donc c'était cool, c'était cool, c'était cool. On a un petit peu parlé de beaucoup de clubs, dont le Barça. Mais bon, je reviendrai sur Farmer Streak pour glisser un petit mot sur les Girondins. C'est vrai, faudra parler des Girondins. Le Encore Barça, à la nationale. c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'en ai parlé sur le live d'avant avec Tiziano. Peut-être une vidéo. On voulait faire une vidéo sur le Barça et le Real de Madrid parce que je vous le rappelle, on avait fait une vidéo sur ce que j'attendais du mercato estival. Au final, je pense qu'on a été plutôt complet sur cette équipe du Barça et du Real. On va attendre peut-être un peu pour la refaire, pour parler de ces équipes en Liga. Mais voilà, évidemment, il y a d'autres sujets qui arriveront, hein. Ça a beaucoup tourné sur la Ligue 1 récemment, mais on parle un peu de tous les footballs. Évidemment, il va y avoir la trêve, donc il y aura une vidéo équipe de France. Gaëtan, sur le dernier live équipe de France, on t'a vu faire deux trois commentaires. Il va falloir que tu viennes nous en parler quand même. Mais voilà, il y a plein d'autres sujets. Il va y avoir la CAN aussi. On va essayer d'avoir un dispositif, c'est des grands mots, mais essayer de couvrir pas mal la CAN quand même aussi. Donc voilà, merci à tous d'avoir été là et évidemment, on se retrouve plus tard. À plus les gens et prenez soin de vous évidemment.